la boucherie du Vieil-Alpe, fromagerie, traiteur, vous présente votre émission Autour des glaçons. Dans l'émission de la seconde saison de cette année de Autour des glaçons et Last Night DJ Save My Life. On l'a perdu. Vous ne savez pas pourquoi, mais Last Night DJ Save My Life, il est là. On l'a retrouvé, il est revenu de sa prestation. Mister DJ, Monsieur Richard. Hello. Salut Richou, comment ça va? Eh bien ça va super, merci. T'étais où, dis-moi? J'étais dans le sud de la France. Dans le sud de la France, plutôt côté Perpignan, plutôt côté Nice, plutôt entre les deux? Entre les deux. Plutôt mais oui, mais vers des gendarmes. Ah c'est ça, tiens c'est pas mal celle-là. Ah. Donc tu étais à Saint-Tropez? Ouais c'est ça. Mais qu'est-ce que tu fais à Saint-Tropez, Richard? Oh je m'occupe. Bon allez vas-y, dis la vérité, en vrai t'es un DJ de ouf, tout le monde le sait. Sur la station on te retrouve d'ailleurs les vendredis de temps en temps à la Pyramide. Tous les vendredis de temps en temps. Tous les vendredis de temps en temps. Ah c'est ça. Et là t'as été faire une presta de DJ à Saint-Tropez. Voilà, aussi. Mais c'est la classe. Oui. Non mais vraiment, oui. On est content, on est fiers d'avoir un chroniqueur Après, aussi je vais pas les cacher luxueux et classieux que ce Richard. Nous avons aussi aujourd'hui pour son retour Zaza. Salut ma Zaza, comment ça va? T'es en forme? Mais au taquet, ouais. Toujours. C'est toujours aussi dur tes journées avec l'équipe de Guillaume? Chargé, mais... C'est toujours bien chargé? Ouais. Du coup, t'as pas trop le temps d'aller faire toutes les choses qu'on peut faire à l'Alpe d'Huez pour l'instant? J'ai pas encore trop eu l'occasion, mais je Moi, me suis fait une to-do list, franchement. T'es là jusqu'à la fin de l'été? T'es là jusqu'à fin août? Ouais, ça me ferait vraiment plaisir qu'on ait une chronique un jour où tu nous fais plein d'activités, que tu t'essayes plein d'activités, ça te chauffe ou bof? Eh ben écoute, on essaiera de voir. Moi ça me plairait bien, je vais te mettre en relation avec les guides de Loisan, tu vas voir, ça va être trop bien. Moi aussi, je peux faire cantine? Oui, on peut faire. Exactement. Elle aussi, elle nous revient de vacances et regardez comme elle a le teint rose comme son petit gilet, pardon. Elle est là et on l'applaudit fort, c'est Noémie. Bonjour. Papa. Salut Noémie. Salut, t'as vu comme j'ai bronzé, Steph? Mais t'as bronzé grave. En fait, j'ai dit rose, mais t'es doré quoi. Café, oui, que j'aime ta couleur, café. Bon, une émission qui promet avec notre première invitée. Dans Alpe d'Huez TV, on a toujours des invités d'exception. On peut parler de héros, du quotidien, mais héros en particulier pour cette journée-là. Je vous demande de l'applaudir très fort. C'est monsieur Damien Fillon qui est là. Ouais. Il est là, alors vous le voyez à l'antenne, donc vous voyez que sur lui il y a marqué Secours en montagne, Police nationale, CRS. Damien, c'est quoi ton job? Tu fais quoi? Eh bien bonjour, merci de m'avoir invité. Mon métier, je suis policier au Secours en montagne à la CRS Alpes de Grenoble. T'es pas n'importe quel secouriste en montagne parce que t'es celui qui est un peu la vedette. Alors évidemment tu vas me dire mais non, il y a pas, c'est une équipe et tout ça, et puis t'as raison, c'est évidemment un travail d'équipe, mais t'es celui qui est monté sur le toit à la Bérarde, c'est vrai. T'es celui qui à la Bérarde est monté, descendu de l'hélico et monté sur le toit pour aller sauver des personnes. Quelle émotion! Oui, alors c'est vrai que moi je suis celui qu'on a bien filmé, qu'on a bien vu. Voilà. Je fais partie d'une grande équipe. Et effectivement... mais on sent beaucoup d'humilité dans ton discours. Oui, parce qu'il en faut. On fait un métier qui est risqué. Là, j'ai pris beaucoup de risques ce jour-là, ça s'est bien passé. Mais d'autres en ont bien moins pris que moi dans le passé, ça s'est moins bien passé. Donc il faut rester bien humble par rapport à ça. Effectivement, à la Bérarde, j'ai dû rentrer dans le toit d'une maison qui est en train de se faire submerger par la crue pour aller chercher 2 personnes qui étaient bloquées. Dans la nuit, au niveau du toit de leur salon, dans l'eau. Zaza, t'avais une question, je crois, pour Damien? Ouais, du coup, quand tu vois les gens qui ont besoin d'aide, est-ce que tu fonces direct? Est-ce que tu as le côté humain qui reprend la main ou est-ce que tu as quand même cette peur et cette prise de risque qui est calculée? Non, d'abord, il demande s'il y a la carte vitale. Alors non, on a la chance d'avoir en France un système de secours gratuit, pas comme dans certains autres pays. C'est vrai, tu fais bien de le souligner. Alors, gratuit, mais on fait pas n'importe quoi. Ouais, t'as vu les lancements quand même? Ouais, c'est nos impôts qui les payent. Il est toujours payé quelque part, mais personne n'a payé de coûts supplémentaires lorsqu'il se fait secourir, au même titre qu'un accident de la route. Même quand t'es hyper responsable et que t'as fait n'importe quoi? Oui, tout le temps. Ah mince, fallait pas le dire. dire. En France,
C'est le principe de la vrai constitutionnelle. Waouh. Tu vois, Voilà. C'est beau la France. t'avais bu l'autre jour, mais ça va aller. on était sur la peur, Ouais. Zaza. Donc la peur, en fait, oui, si, on l'a tout le temps et au contraire, il faut l'avoir. Hein. C'est ce qui nous permet de ne pas franchir certaines lignes rouges. Elle nous anime au quotidien. On l'a dans notre pratique de l'alpinisme. Et c'est ce qui permet d'avoir des réponses raisonnées face à une situation. Sur ce secours-là, il y a eu 2 étapes. Il y a eu l'étape où je vais sur le toit, je fais un trou, voir s'il y a quelqu'un, et la découverte. Moi, dans ma tête, je pensais pas trouver des gens, et encore moins les voir vivants. Donc, à partir du moment où j'ai vu 2 personnes vivantes, c'est sûr que le secours, il prend une autre dimension, et surtout un caractère plus que urgent au vu de la situation tout autour, la crue qui augmente, les cailloux. l'urgence prend le pas Eh, sur mais la peur. attends, mais il y a un truc qui me. Attends, il y a un truc. Non, mais il y a un truc. Vous montez sur le toit, vous faites un trou. C'est Iron Man, vous faites comment? Non, j'avais une massette. Avec une petite massette. En fait, la première rotation hélico, on nous indique cette maison, il y avait du bac acier sur le toit, impossible à traverser sans tronçonneuse ni disqueuse. Donc là, on évacue quelques gens sur les 2 Alpes, on fait une première rotation, et en revenant, la crue augmentant, on en reparle, et là, on voit des cailloux qui tapent la maison, qui font sauter le bac acier, donc qui laissent apparaître la couverture bois de la maison. Donc là, avec un piolet ou une massette, on pouvait aisément se dire qu'on allait traverser. Ah, d'accord. Donc on prend la décision d'y aller à ce moment-là. Et le bénéfice-risque par rapport à ce qu'on risque. Moi, au début, je me décroche du cap parce que dans ma tête, je reste pas très longtemps. Ou je trouve personne, ou je vois qu'il n'y a plus rien à faire pour les gens. Mais dans ma tête, au début, je ne reste pas très longtemps dans cette situation, pas attaché sur une maison qui vibre avec l'eau qui augmente. Et c'est quand je vois les deux... Partir à la nage, c'est pas facile. On peut pas, en fait. Il y a tellement peu de fond, mais par contre, un débit puissant et des cailloux qui s'entrechoquent dans tous les sens, c'est un coup à se faire broyer, assurément. Tu dis des cailloux, c'est pas les cailloux avec lesquels on fait les ricochets, quoi. C'est Non, là, du c'est rocher, des blocs, quoi. la dimension de la table, facilement, voire plus. Ouais. Ça flotte. Ça flotte, ça roule, ça ricoche, voilà. Et donc du coup, à partir du moment où je vois les 2 personnes vivantes, connaissant la situation globale autour, le débit qui augmente, la précarité de la stabilité de la maison, de toute façon là, faut foncer, faut y aller, faut pas se poser 36 questions, Bien sûr. faut y aller vite, quoi. Alors moi j'ai une question, est-ce que vous avez un entraînement spécifique comme le GIGN ou vous entraînez peut-être avec même d'ailleurs? Je sais Alors pas. on a mieux que le GIGN, quand même. C'est le secours Ils ont montagne. mieux que le GIGN. Alors, s'il te plaît. GIGN, Le c'est la GIGN. En plus, c'est la gendarmerie, t'es en train de me fâcher, la police et la gendarmerie. Le GIGN, c'est la gendarmerie nationale. Nous, on a leur homologue dans la police nationale, qui est le RAID, qui fait partie de la FIPN, la force d'intervention de la police nationale. Donc nous, on s'entraîne régulièrement avec eux, mais pour tout ce qui est manip de cordes. En fait, Donc, c'est presque vous voilà. qui êtes leurs instructeurs. Alors ça, non pour eux, les cordes, oui. Ouais. Pour le reste, c'est l'inverse. On travaille souvent de concert ensemble pour d'autres opérations de police. C'est vrai que Danny Boone il travaille là-bas? Danny Boone, on l'a pas encore vu, mais Merci pour cette question, Richard. Elle était vraiment. mais c'est vrai qu'il a. Non mais il a fait un film, c'est vrai. Danny Boone. oui, oui, c'est on pour ça l'a- que non mais je suis On l'a vu, Ouais. on l'a vu ce film et c'était trop bien. Nono, t'as une question Oui, pour parce notre que Damien j'ai vu que dans une interview, tu dis que donc, le sauvetage est très éprouvant et après tu enchaînes avec 6 heures d'hélicoptère. Est-ce que quand tu as remonté ces 2 personnes, tu te rends compte de ce que tu as fait ou tu réalises qu'après, à la fin de la journée? Tu sais, c'est comme un médaillé olympique. Est-ce que tout de suite tu sais que t'es médaillé olympique ou Bah déjà, je remonte dans la machine et j'essaye de reprendre mon souffle et mes bras. J'étais complètement tétanisé, comme si je venais de faire une voie très dure en escalade. Le souffle, comme si je venais de faire une séance de fractionné. Sur le moment, je m'en étais pas du tout rendu compte, mais une fois que j'ai déjaugé, j'ai quitté le sol avec la 2e victime. Là, j'étais rincé, donc il a fallu se remettre de ça. On les a déposés aux 2 Alpes, au PMA, c'est un centre de regroupement médicalisé à des victimes. Et parce qu'ils étaient hypothermes, hein, du coup, les pauvres. Et du coup, là, j'ai croisé d'autres collègues sur la DZ, où on refaisait du plein de la machine ici à Huez. Et c'est là où j'ai dit, là, on vient de faire un grand moment de secours en montagne. Mais bon, après, tout de suite, il a fallu switcher, parce qu'effectivement, il y avait encore... on a évacué 97 personnes ce jour-là. Donc, on a fait 6h30 d'hélico, 6 heures, je sais plus, derrière, à 3 machines différentes. Hein. Waouh. Oui. Donc là, il a fallu Donc, se remettre dans le match assez rapidement. Les images qu'on voit, en fait, c'est les autres hélicoptères, les images qu'on voit. Ouais, il y a que les d'une gens autre, voient. il y a d'autres hélicoptères. Voilà, on est. J'étais pas tout seul, hein, ça on l'a bien dit. Voilà, les images qu'on voit, effectivement, il y a d'autres hélicoptères qui les ont filmés. Il y a eu d'autres treuillages effectués, mais sur des toits avec des situations beaucoup plus saines. Et très rapidement, on a pu arrêter les hélitreuillages sur les toits parce que le cours d'eau, en fait, vu que c'était des laves torrentielles, donc un amas de blocs qui avance, ça faisait en bâcle, le cours d'eau se déviait, ça refaisait en bâcle, ça se D'accord. redéviait, il n'arrêtait pas de changer. Donc du coup, à des moments, ça a pu nous ouvrir des brèches vers des drop zones où l'hélico peut poser, et puis qui est bien plus rapide pour évacuer les gens que treuillage 1 ou 2 par 2.
Puis j'imagine comme ça, quand tu as 3 hélicoptères dans le ciel et tout, il faut avoir une coordination incroyable. Alors ça, oui. Il y a un chef, alors comment ça se passe? c'est tout le travail des hélicos de la sécurité civile. Ils détachent un pilote qui, pour le coup, ne prend pas le manche, mais est au sol et a une fréquence bien spécifique avec les hélicoptères. On appelle ça un coordinateur 3D, 3 dimensions. D'accord. Et lui, dans leur langage, et lui ayant la connaissance du terrain, il est capable d'orienter les hélicos, donner un sens horaire ou anti-horaire de rotation dans la vallée, etc., donner les ordres de parler pilote à pilote. Voilà, c'est un langage très particulier de coordonner les actions. Vous êtes un peu ces drones, quoi, en fait. Il est là et il vous pilote. Voilà, exactement. Et il était en binôme avec un chef d'opération de secours, un secouriste en montagne sur la DZ. Et les deux, quand le COS voulait qu'une action soit faite, l'action était portée par le vecteur aérien, mais dirigée par ce coordinateur 3D qui avait le bon langage sur place. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. C'est impressionnant. Bon, et après, ça s'arrose? Non. Ah si, c'est une bonne question. Et C'est vrai, est-ce qu'on fait la teuf, justement, non, comme des sportifs de haut niveau? On est en pleine... on commence en fait la saison d'été. Et il faut savoir que cette journée-là, on a eu de la chance, entre guillemets, il n'y a pas eu d'autres secours. Par contre, le lendemain, les opérations de secours continuaient pas d'exclavation, mais de lever de doute sur les bâtiments, savoir s'il y a du monde ou pas. Et l'activité montagne classique, les secours des parapentistes, des trailers, des VTTistes, etc. en parallèle. Donc, ça n'arrête pas. Non. On peut peut-être en parler maintenant. On est en alternance avec les gendarmes. Une semaine, c'est la police nationale qui assure le secours en montagne. Une autre semaine, c'est les gendarmes. Et cette alternance, elle est en place en Isère depuis plus de 60 ans. Waouh! Voilà. Donc collaboration, tout à l'heure on disait un petit peu en rigolant, la gendarmerie c'est pas la même chose que la police, mais une vraie collaboration. Alors il y a une collaboration de toute façon qui est actée étatiquement, hein, c'est-à-dire que chaque corps est inscrit sur le plan de secours en montagne. Si l'un est de permanence, l'autre est pas de repos, mais de seconde alerte. Il est là pour faire l'entraînement, la formation continue, les procédures judiciaires, et il peut apporter son concours à la première institution qui est d'alerte si cette institution est dépassée en termes de moyens. J'aimerais bien, si quelqu'un peut prendre la main, j'aimerais bien qu'on revienne sur son boulot, on va dire, plus quotidien, parce que là, on est vraiment dans l'exceptionnel. Est-ce que vous avez des questions sur leur quotidien de sauveteur? Bien sûr. Alors, quand vous n'êtes pas en montagne, votre rôle, c'est quoi alors? Vous êtes à la circulation? Vous êtes non. À l'inspection? Alors, on est au mannequinat parce que t'as des yeux. Waouh. Stéphane va bien nous faire son coming out, mesdames et messieurs. C'est pas une révélation. Je rappelle qu'il était aux Jeux Olympiques. Du coup, on est tous policiers de base. On a tous fait l'école de police, comme ceux qui sont dans les manifestations, comme ceux qui sont au raid, comme ceux qui sont au STUP. Voilà, on a tous la même école. Ensuite, on se spécialise selon ses appétences pour telle ou telle branche de la police. Nous, c'était le secours en montagne, donc on a passé des tests très spécifiques. La police a investi 52 semaines effectives de formation sur nous, donc on est hyper spécialisé. Et on ne sort pas trop de notre giron d'application. Alors comment toi, Damien, tu te spécialises dans le secours en montagne? T'es un montagnard, t'es un enfant du pays. Pourquoi tu te spécialises là-dedans? Alors moi, je faisais beaucoup de spéléo et de canyon quand j'étais enfant. Et du coup, des secours spéléo, via le spéléo secours, c'est les civils qui gèrent le secours spéléo en France, avec le concours des unités de secours en montagne quand on est implanté dans le département. Et moi, je me suis dit, je veux faire ça de mon métier, des cordes, de la technique, etc. Ce qui s'en rapprochait le plus, c'était le secours en montagne. Donc je suis rentré au secours en montagne dans la police, et ensuite j'ai passé le guide de haute montagne et le monitorat de spéléo canyon. Donc ça part d'une passion de gamin? C'est un métier passion, depuis que j'ai 8 ans, je veux faire ça. Donc, ah ouais. D'accord. Une autre petite question, mes chroniqueurs, sur le quotidien. Par exemple, je sais pas, on peut parler de l'hiver. Enfin, je sais pas, je te laisse, Zaza, si t'as une question. Ouais, est-ce que les missions, j'imagine que les missions sont différentes aussi en fonction des saisons. Oui. Alors, on suit la saisonnalité des activités, de fait, parce que les gens pratiquent plus ou moins... beaucoup de spéléo, de canyon l'hiver. Alors, détrompez-vous, parce qu'il y a une pratique en marge de canyon l'hiver, où les gens descendent des canyons glacés avec des piolets, des crampons, etc. Ah oui, les chutes de glace, j'ai vu ça. Exactement. Eux, ils les descendent, nous, on les monte plutôt, mais eux rentrent dans l'aquatique, et en plus... bougent sur l'élément glace. Donc oui, effectivement, l'hiver, c'est beaucoup forcément les stations. On intervient avec le concours des pisteurs quand le secours est médicalisé. S'il n'est pas médicalisé, ça reste du giron des pisteurs secouristes, des stations. Et nous, on intervient pour ça, ou les extractions techniques, quand il faut treuiller, etc. Donc pour ce qui est le domaine skiable. Et après, il y a toute l'activité ski de randonnée, les avalanches, les embarrés en ski. Donc les embarrés, c'est les gens qui skient dans le mauvais vallon, qui se retrouvent en haut d'une falaise. On a la cascade de glace, etc. Et du coup, toutes les activités annexes, raquettes, tout ce qu'on peut retrouver. Mais on suit beaucoup la saisonnalité des activités.
Moi, je voudrais juste revenir sur la Bérarde un peu, parce qu'il y a une question qui me traverse. C'est quand même situé à 1700 mètres d'altitude à peu près, et l'Alpe d'Huez, nous, on est à 1008. Est-ce que c'est un phénomène qui pourrait se produire ici ou pas Alors, de ce que j'en sais et les hypothèses, dans les nombreuses hypothèses qui sont émises, là, la Bérarde a été soumise à un retrait glaciaire important, à des chutes nivales, à une fonte nivale importante pendant l'épisode de pluie. Nous, a priori, à l'Alpe d'Huez, on n'est pas concerné par le retrait glaciaire directement. Non, on n'a plus le glacier. Des fontes nivales et des fortes précipitations très localisées et très importantes dans le temps, pourquoi pas. Après, si ça peut engendrer ou pas des matériaux comme il y a eu la Bérarde, je ne suis pas spécialisé pour le dire, ça je laisserai les spécialistes. Qu'est-ce qu'une fonte nivale? Une fonte nivale, c'est la fonte de la neige tout simplement. Et lors de l'épisode de la Bérarde, le manteau neigeux en altitude a perdu près d'1 mètre. Waouh. Oui, parce que c'est vrai qu'en fait, il a beaucoup neigé en fin de saison. On a eu paraît-il, il y avait encore jusqu'à 6-7 mètres en début d'été. On a eu un printemps très actif au niveau des précipitations, ça a échappé à personne. Non. Et du coup, en altitude, ça s'est transformé en neige. Et quand la pluie arrive là-dessus avec du vent chaud, il n'y a rien de pire pour les crues. Voilà. La théorie, c'est que toute cette eau qui descendait a attrapé tous les sédiments, alluvions, cailloux qui ont apparu dus au retrait glaciaire, et du coup, tout ça est descendu d'un coup. Ouais, puis je crois que j'arrive à comprendre, en fait, comme tu l'expliquais tout à l'heure, ça fait des espèces de poches. Hop, ça se bloque et puis ça se relibère tout d'un coup. Alors ça, c'est une autre théorie, effectivement, des lacs glaciaires ou sous-glaciaires qui se forment, et à un moment donné, la poche elle est trop chargée, boum, elle se libère, ça fait une vague de crue. Voilà, c'est une des autres théories. Ok. Bon, moi j'ai une question qui n'a rien en rapport avec tout ce qu'on s'est dit avant. T'as une famille? Non, t'as une famille dans la vie, parce que quand ils te voient faire ça, là, ou quand ils s'imaginent te voir faire ça, comment t'es accueilli à la maison? Pas plus, comme pas un moins, héros ou comme un arrête tes bêtises. Non, les consignes restent les mêmes à la maison, faut sortir les poubelles, faut faire à manger, faut faire non, la vie quotidienne reprend son cours. Non, mais par contre, c'est vrai qu'en tant que secouriste, on y pense forcément quand on est sur le terrain, mais c'est ce qui nous permet de peut-être mettre la jauge au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Après, la prise de risque pure, elle est propre à chacun, elle est propre à chacun même quotidiennement, parce qu'on est plus ou moins en forme selon les journées, etc. Et puis il y a un feeling de situation aussi. Comme la personne qui fait de l'alpinisme, je pense que là, Benjamin Védrine, qui vient de battre le record du K2 sans oxygène, il l'a senti, il y est allé, et que ça vient de se faire. Et voilà, il avait un feeling avec la montagne, avec sa forme physique du jour, etc. Il savait que c'était là. Voilà, c'est avec ce feeling-là. J'ai une dernière question qui m'intrigue. Vous êtes donc il y a 3 opérateurs sur un hélico. Il y a le pilote, il y a le treuilliste, et il y a le mec qui descend. Pour piloter l'hélicoptère, ils sont 2. Un pilote, un mécanicien de bord. Ouais. Treuilliste, il fait les 2. Ah oui, voilà. À l'arrière, 2 secouristes et un médecin. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des décisions qui sont prises en commun? Tu vas pas, on fait quoi? Alors, ça joue à Shifumi. Là, faut vraiment. Shifumi. Alors déjà, de la manière d'opérer quand on arrive sur le théâtre du secours, c'est une décision tripartite entre l'équipage, les 2 secouristes et le médecin. Ok, parce que d'habitude, il y a des victimes qu'on voit, et voilà. Donc, on fait quoi, comment? Donc, ok. Après, il y a aussi un élément pour la sécurité civile. Il y a un élément. Est-ce que j'ai la puissance nécessaire avec l'hélicoptère pour tenir un stationnaire? Oui, non. Je dépose du monde, je fais un camp de base, j'allège du poids. Est-ce qu'il faut emmener le médecin tout de suite? Oui, non. Moi, je peux. Lui, il est grave, pas grave. Ok, je le pose. Et après, en secouriste, c'est soit le chef. Il y a toujours un chef dans ce binôme. On reste dans un milieu police hiérarchisé qui peut prendre la décision d'y aller en premier ou d'envoyer son second. Mais en général, c'est plutôt le chef qui va en premier pour le chef d'opération de secours. Ah, c'est comme le capitaine. Il reste jusqu'au bout. Il y a un leader. Il y a un leader. Il y a toujours un leader. Il y a un leader, mais les décisions sont prises en collégialité quand même. Ouais. C'est ça. J'imagine aussi il faut avoir des tenues bien spécifiques. Attends. Mais dans ces cas-là, est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont pas fâchés, mais qui se sont dit on aurait pu y aller, machin et machin? Ça, c'est de l'ordre du débriefing après, etc. Ouais. Chaque opération, on peut la débriefer derrière. Il peut y avoir des incompréhensions entre les gens, etc. Mais ça se débriefe derrière, hors des opérations de secours. C'est toujours plein d'émotions. L'émotion peut faire que ça peut être compliqué parfois. Mais le fait d'avoir ces 3 acteurs, sécurité civile, secouriste en montagne et médecin, ça permet de gérer les frustrations des uns des autres en discutant. C'est une grosse collégialité qui évite ça au maximum.
Donc pour vous entraîner et tout ça, c'est là que je parlais des tenues. Là, en fait, vous avez des tenues bien spécifiques. Bon, j'imagine tout ça, ça vous est fourni par l'État. Mais les cordes et tout, ça se vérifie. Tu sais, c'est question de néophyte, mais ça se vérifie tous les jours. Enfin, en fait, tous les jours, vous faites quelque chose. Enfin, jamais vous ne vous retrouvez comme ça au poste. Si, il sort les poubelles parfois. Oui, c'est vrai. C'est à la maison. Ça. Non, oui, après, il y a tout ce qu'on ne voit pas en ça dehors de l'écran. Il y a des équipes qui sont dédiées au matériel, d'autres au matériel de secourisme, des moniteurs de secourisme, des référents pour la cellule pédagogique pour les techniques de corde, des référents judiciaires, parce qu'on est policier, on fait des enquêtes judiciaires à chaque fois qu'on fait un accident, avec des recherches de responsabilité éventuelles, si c'est un professionnel, etc., qui est mis en cause, s'il y a des décès, voilà. Donc il y a tout un peu ces petites branches, et qui s'animent sur ces fameuses secondes alertes, où c'est le PGHM qui assure les secours, et nous, on est... Voilà. Et eux font pareil. Et voilà, on s'organise comme ça. C'est super intéressant comme métier. Alors par exemple, si jamais j'avais un enfant de 7-8 ans qui est déjà passionné, qui a vu toutes tes images et tout ça, c'est quoi le cursus? Comment on arrive à être toi? Il faut avoir son baccalauréat déjà, général. Ah, vous voyez les enfants, il faut avoir le baccalauréat. Il faut avoir le bac. Général. Je me fourvoie peut-être en disant général. On va dire le bac. Bon, le bac. Voilà, le bac. Ensuite, il faut passer le concours de police. Gardien de la paix. On fait 1 an d'école de police. Suite à ça, on est affecté dans un commissariat, une CRS, peu importe. On fait 1 année où on est stagiaire. Et une fois qu'on est titulaire, on peut présenter les stages du secours en montagne au SNAS, le Centre National d'Entraînement à l'Alpinisme et au Ski, à Chamonix. D'accord. Moi, j'avais l'image qu'on vous bougeait un peu comme on voulait. Mais en fait, non. Toi, t'es sûr de rester dans l'Isère ou... Oui, sauf grosse... Oui, cagade, mais normalement, non, oui, c'est épisodique. Il a dit cagade. Si vous êtes déplacé, c'est épisodique, c'est pour aller oui, sur voilà, un, typiquement sur un pour les JO, on est employé. On est employé pour tout ce qui est technique de corde, etc. Vous êtes allé sur des tremblements de terre à l'étranger? Alors, au Chili, tremblements de terre, non, mais des fois sur des disparitions de personnes à l'étranger, on a été réquisitionné pour partir. Spéléo, non, mais disparu en montagne plutôt. Disparu en montagne. Ouais. La spéléo restant un milieu très spécifique, ils ont leurs spécialistes, le spéléo secours français, les civils, pour les envoyer. Notamment le fameux secours où ils sont tous vivants, les enfants thaïlandais qui étaient restés coincés 18 jours dans une grotte. Là, ils avaient appelé des plongeurs français pour y aller. Bon, Damien, c'est passionnant ce que tu nous racontes. Maintenant, tu sais quoi, on a envie de rire un peu. Ça arrive de temps en temps des trucs vraiment... qui prêtent à rire, des secours, des sauvetages rigolos. Des sauvetages cocasses. Ouais, cocasses. C'est bien, il a le vocabulaire, Richard, c'est pour ça qu'il est là. Alors, pour les gens, c'est jamais cocasse, parce qu'eux font pas forcément exprès de se mettre dans des mauvaises situations. Mais nous, avec de l'expérience et de la pratique, il y a des choses qui nous font rire, ouais, effectivement. Allez, vas-y, explique-nous. On en veut une. J'en ai une en tête, particulière, elle date d'il y a un moment déjà. C'était un monsieur dans la vallée du Grésivaudan, entre Crolles et Grenoble, qui voulait aller à la piscine. Il est parti en vélo, tranquillement, avec sa serviette et ses tongs, son téléphone portable, qu'il avait. Donc ça, j'imagine, c'est bien de l'avoir, son téléphone sur soi. Ouais, ça a été primordial. Hein. Donc il part, il se dit, la route, c'est pas pour moi, je vais prendre les chemins de traverse. Il prend les chemins de traverse, ça monte pas assez, je fais pas assez d'efforts, je monte. À un moment donné, le vélo, il est plus sur le vélo, il le pousse. À un moment donné, il largue le vélo, il l'accroche dans un arbre. Il largue la serviette et il se met à escalader. Et à un moment donné, bloqué complet dans les falaises. Donc là, il nous appelle. Bonjour, je suis coincé, etc. Là, on envoie vraiment du monde sur le terrain. 10 ou 15 personnes qui marchent, on ne le trouve pas, la nuit, etc. C'est à l'époque où on n'arrivait pas encore à géolocaliser comme il faut les téléphones. On le cherche et au bout d'un moment, on pose un gros phare de stade de foot en vallée et au téléphone, on lui dit plus à droite, plus à gauche et on réduit le spectre du phare et on arrive à localiser une zone. On dit le lendemain matin, on y va en machine et on treuillera là-dessus. On y va le lendemain matin, on le retrouve, on le treuille, on le ramène dans l'hélico et dans la soute sur le retour, on voit qu'il a son maillot de bain à l'envers. Il dit mais pourquoi vous avez mis votre maillot de bain à l'envers? Et il nous répond parce que le côté synthétique ça tient plus chaud la nuit. D'accord, oui. Donc c'était un ingénieur. Un ingénieur. Ah ouais, c'est ça. Donc c'est ce qui explique pourquoi il est monté comme ça. Tout d'un coup, on sait pas pourquoi. Voilà. Ok. Ah mais des gens sont bizarres quand même. Hein. Ils ont une façon particulière de pratiquer. Ouais. Et si ça a un coût quand il y a une machine dans l'air, comment ça se passe? Alors un hélico du secours en montagne, ça a été estimé par la Cour des comptes à 8 000 € de l'heure. Ouais. C'est pas cher pour une vie. Hein. C'est une vie. Hein. Ils sauvent des vies, les messieurs. Oui, mais c'est les gars, c'est l'équipage. Après, il faut mettre en ratio un hélicoptère du secours en montagne, 8 000 € de l'heure. Donc, un pilote, mécano, l'entretien, les secouristes derrière, etc. Et un missile. Vous prenez un accident de la route. Là, tout de suite, on est dans d'autres proportions. C'est-à-dire qu'il y a un VSAV par victime.
il y a les services de la route, il y a un service du SDIS pour gérer la signalisation, un autre pour gérer le désincarcèrement, d'autres pour gérer éventuellement les incendies, un pour commander tout ça, des véhicules du SAMU, des véhicules de gendarmerie ou de police, et insidieusement les bouchons que ça va entraîner, etc., le ralentissement économique qu'il va y avoir tout autour. Je pense que les 8 000 € de l'heure sont largement dépassés. Mais de toute façon, tu sais quoi, en tout cas vis-à-vis de nous, et je pense même vis-à-vis de l'État, t'as pas à justifier, c'est mérité, ces 8 000 €, ils sont là pour sauver des vies, on le rappelle encore, et c'est important, et merci au nom de tout le monde. Eh ben oui, merci beaucoup. Bah écoute, c'est passionnant, ton métier est super passionnant, ça oui, donne envie. C'est pas que des problèmes, c'est aussi des solutions. C'est jamais des problèmes, ils sont là pour les solutions. On en profite, on va te garder quand même pour le petit passage qu'il y a après, parce que nous aussi on fait du sport, enfin on a des gens qui entourent, qui encadrent le sport, elle nous en a parlé tout à l'heure. Noémie va nous parler des kids pendant le triathlon, et peut-être tu auras quelques questions à poser à l'issue. Mais d'abord, je voudrais que tous là, voilà, vous notiez bien l'adresse qui est juste là. C'est l'adresse de solidarité pour la Bérarde. Donc s'il y a une cagnotte qui a été faite, donc si vous avez encore un petit peu de sous à l'issue de cette saison, très chers commerçants, n'hésitez pas à aller participer à cette cagnotte, parce que c'est important, c'est des voisins, et tu nous l'as dit tout à l'heure, bon, a priori, pas trop, mais ça peut nous arriver demain, et on sera bien content d'avoir des gens qui sont solidaires, et donc c'est important la solidarité en montagne, c'est même, je suis sûr que c'est une des bases de ton métier, la solidarité. Oui, on va chercher des gens qu'on ne connaît pas, et on se donne à fond pour eux, ne les connaissant pas. Tu les as revus? Je les ai revus jeudi, très récemment. Ah, délire. On a fait un repas ensemble, c'était fort sympathique. Ils t'ont invité, j'espère? C'était chez nous. C'est nous qui les avons invités. Waouh, c'est la classe. Parce qu'ils ont besoin un peu de débriefer ce qui leur est arrivé, parce que l'action était un peu violente pour eux. Et oui, je pense qu'ils ont besoin de se faire suivre derrière. Ils ont signé. Parce que moi j'ai vu des vidéos privées qui m'ont montré, on entend le fracas des cailloux dans le noir qui tapent la maison, les portes qui éclatent, enfin voilà. Ils ont vécu quelque chose de fort. Ça, tu veux répondre sur quoi? Et les mecs qui ont eu du bol, en fait, c'est un truc de fou quand même. Richard est en feu. Il me laisse pas parler. Non, mais je trouve ça incroyable. Enfin, c'est mon rêve, moi, de faire secouriste. Oui, pas nous, parce qu'on a envie vraiment d'être secourus. Zaza, je t'écoute. Ouais, non, justement, l'intervention, en combien de temps est-ce que vous décidez d'intervenir? Alors, en combien de temps on décide d'intervenir, ça je pourrais pas le quantifier, mais entre les 2 norias qu'on a faites, etc., en un quart d'heure, 20 minutes, on prend la décision. En fait, ce qui libère la décision, c'est le bac acier qui saute et qui nous laisse apparaître la couverture bois. Là, on se dit qu'on peut traverser. Donc, à grands coups de massette, j'ai pu faire un petit trou. Là, j'ai vu que les 2 personnes étaient vivantes, et à partir de là, j'ai agrandi le trou. Une fois que la première brèche est faite, ça va assez vite. En frappant énergiquement tout ça, ça saute assez facilement. Donc là, vous êtes en apnée, quoi. Ouais, pas tant, j'ai un peu respiré, mais oui, c'est un effort hyper violent et intense sur 8 minutes. Quoi. Parce que l'hélico a fait 8 minutes de stationnaire au-dessus de ma tête tout le temps du secours. C'est beaucoup, 8 minutes. Il faut souligner les prouesses que les pilotes réalisent, parce que la Bérarde, c'est une confluence de 2 vallées glaciaires, donc avec des brises descendantes, le matin, l'air froid descend. Donc avec des turbulences, etc. On est dans une période d'instabilité, il y a des nuages, etc. Donc tenir stationnaire 8 minutes, c'est déjà un exploit. C'est sûr que nous, téléspectateurs lambda, c'est toi qu'on voit et on se dit c'est lui le héros, mais ceux qui sont là-haut, ils sont aussi très 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 importants pour que ça se passe bien. Sans eux, il se passe rien. C'est ça. Bon, on a appris plein de choses sur ton métier, ça nous a donné envie. J'espère que ça a donné envie aussi à des enfants de se dire je vais m'accrocher, je vais faire ça. On n'oublie pas, d'abord on a le bac. Nous, on a été vraiment, mais plus que ravis en fait, on est touchés, émus de t'avoir eu avec nous. On sait que tu veilles sur nous, donc maintenant on va pouvoir partir en montagne sans faire n'importe quoi, mais on va pouvoir partir en montagne serein. On sait que toi, ton équipe, vous veillez sur nous en alternance avec les gendarmes de temps en temps, t'as vu, j'en ai pour tout le monde. Et merci d'être venu nous voir. Moi j'ai des frissons. Vous savez, quand Stéphane va à la montagne, juste à la plage des Neiges. J'ai des frissons de t'avoir reçu. C'était un super moment. On l'applaudit très fort. C'était Damien. Merci Damien d'être venu nous voir. Merci à vous de me recevoir. Bon, elle est là. On en a parlé en tout début d'émission. Elle est toute pimpante, toute fraîche, toute rose, toute dorée. Noémie, tu nous l'as dit tout à l'heure, en fait, tu vas nous parler un petit peu des kids lors du triathlon de l'Alpe d'Huez. Et j'espère que tu as eu des enfants qui avaient la pêche. Comment ça s'est passé? Explique-nous tout ça. C'était un petit peu stressé. Le triathlon, c'est une discipline des plus exigeantes. Les sportifs enchaînent dans l'ordre natation, vélo et course à pied. Les départs se sont enchaînés toute l'après-midi. Et on a rencontré des kids qui ont entre 6 et 14 ans. Et on dirait pas comme ça, mais ce sont de vrais compétiteurs. Tu penses que tu vas gagner? Je sais pas vraiment. Principal de participer? C'est un peu de gagner.
L'étape la plus difficile de ce triathlon, ça reste quand même le bonnet de bain. C'est loin d'être un moment de plaisir pour ces petits loups. Certains étaient un peu désorientés, mais après 50 mètres de nage libre, ils ont rejoint leur vélo. Les mini-triathlètes ont ensuite terminé par 200 mètres de course. Et à l'arrivée, Lorena a été complètement lessivée, mais elle a super bien répondu à nos questions. J'ai mal positionné au début à la nage. Et du coup, à la fin, j'ai pas pu nager. Mais après, j'ai rattrapé quelques personnes en vélo. Et là, je suis arrivée. Je suis essoufflée. Alicia, elle, avait le sourire jusqu'aux oreilles. On lui a demandé si elle était fière d'elle et sa réponse est trop chou. Beaucoup fière. T'es très essoufflée, t'as eu chaud? Non, mais c'est que j'ai couru. Et toi, Thiago, c'était comment? Bien. Bien. Top. Et la natation, c'était difficile ou pas? Non. Non. Le vélo? Non. La course à pied? Non. Ils ont tout donné, nos kids. Bravo à eux. C'était la première fois. Et je m'étais pas très bien entraînée. Ça a été très bien cette chronique, on se croirait vraiment sur la télévision française par câble et par satellite. Tu t'éclates à faire ça, c'est bien? Ouais, c'est une super expérience. J'aime bien. En plus, les enfants, ils sont souvent bon public. Bon, là, c'était difficile d'avoir des bonnes interviews. C'est pratique. Mais ouais, alors j'ai croisé Et les ouais. enfants, tu sais quoi, ils t'aiment bien aussi. Ah, c'est vrai. Ouais, ça me fait franchement, plaisir. En plus, maintenant, on a de nouveaux micros, donc ils nous reconnaissent Ah ouais, avec la bonnette. oui, c'est vrai qu'avec la petite bonnette Alpe d'Huez, là, c'est trop bien. Alpe d'Huez TV, c'est trop bien. Allez, une émission haute en couleur où notre invité suivant est tout à fait en rapport avec le thème que nous allons développer pendant, allez, on va dire 10-15 minutes. Ce thème, c'est le Tour de France. Est-ce que vous savez, messieurs, dames, les chroniqueurs, est-ce qu'on va commencer, tiens, par toi, Zaza. Est-ce que tu sais qui a fait la cuisine pour le VIP du Tour de France, ici à l'Alpe d'Huez, pour l'étape ultime du Tour de France? Bah, je suppose que c'est un cuisinier. Ça, c'est bien. Déjà, c'est une bonne réponse. Richard, as-tu une autre bribe de bonne réponse? Non, mais moi je le sais, puisque c'est un ami de longue date, donc je peux pas répondre. Ah, bah, bien sûr. Donc toi, tu as déjà la réponse parce Mais que oui, tu connais mais depuis oui, mais longtemps. oui, mais oui. Et toi, Noémie? Ça commence par un G, comme génie, Comme et le il poids. s'appelle Greg. Waouh, il s'appelle Greg. Eh ouais, c'est bah lui. merci. Salut, Greg. Merci, bonjour. Je sais pas ce que tu as fait avec les chroniqueurs, si tu as discuté un petit peu avant, mais On ils a sont juste d'une répété. bienveillance incroyable. Vous On avez a répété. répété. On a Ah, répété. d'accord, ok. Ça nous arrive de temps en temps de devoir répéter. Donc du coup, ça c'est fait. On parle du Tour de France. Toi, donc le Tour de France, ton expérience, ça a été, comme je le disais il y a quelques instants, de recevoir tous les VIP, toutes les personnalités qui tournent au Tour de France. Tu nous dis un petit peu quelques noms qui t'ont marqué, qui sont venus te voir? Bah, on a eu la chance d'être retenu justement pour développer cet espace gourmand, là, le temps de l'arrivée du Tour. Espace gourmand. Voilà, c'était plus un espace gourmand, c'est un peu bon, comme ça je crois qu'on que aime c'était se un bus. définir en tout cas. Ça c'est le concept après, c'est pardon. tout Dans l'espace, la c'est pour partie ça que je- logistique en Oui, fait. parce que c'est vrai, on autour, l'a pas dit. mm. On reviendra sur les personnalités, mais c'est vrai, on l'a pas dit. Greg, il vient, alors, il a nourri tout l'Alpe d'Huez dans multiples restaurants ici, et maintenant il se propose de se déplacer carrément, d'aller de temps en temps à Almont, de temps en temps à Albourdoisan. On va voir un peu plus loin aussi. Ouais, absolument. Ouais, ouais, Bourdoisan. ouais. Mais je t'ai ch'ti. Voilà. J'ai rencontré un ch'ti hier. Et, je sais pas, là, c'est Bourdoisan, là. Et ça c'est toujours le concept. Donc là, t'es à l'Alpe jusqu'à quand? Ouais, on est à l'Alpe, là, on a eu la chance de pouvoir accéder à l'Alpe pour se stationner là. Toujours tout le sur mois la d'août- ligne tout le de- mois d'août, d'arrivée. voilà. On avait vraiment privilégié cet endroit, un axe de passage pour avoir un petit peu de visibilité. Puis c'est puis trop pour beau faire les découvrir photos notre qu'il y a à faire concept, derrière. parce qu'on est vraiment sur une vue à 360 à l'étage du bus où les clients peuvent se restaurer. Magnifique. Et puis on a la vue sur nos pistes d'été, là, en ce moment, les pistes de ski, un peu sous un Trop bien. format été, quoi. Donc c'est plutôt Et on sympathique. dit aux gens, venez le soir parce que t'as des petits plaids pour les réchauffer, t'as des... On a tout simplement beaucoup de chaleur humaine Ah. dans nos assiettes. Hein. Ah, c'est bon ça, c'est bien. Non, les plaids, il n'y avait pas le budget. Alors il n'y a plus de budget, non, bravo quoi.
Ok, donc ça, c'était pour resituer un peu Greg. Donc on disait sur le Tour de France, autour du Tour de France, t'as reçu toutes les personnalités du Tour. Alors vas-y, dis-nous quelques noms des grands noms du cyclisme, j'imagine. Cochonou. Par exemple, on a eu la chance d'avoir la direction déjà du Tour de France féminin, donc Marion Rousse qui est la directrice, elle est accompagnée de Christian Prudhomme, le Et directeur. on dit pas tout de suite, mais en Le plus, directeur, Marion Rousse, c'était une journée un peu particulière. Ouais, c'était plutôt sympathique. Et t'as bien participé à cette particularité. Bon, quand on peut faire plaisir. Donc monsieur... Monsieur comprend pas les mecs. Monsieur... on s'est compris. Monsieur Prudhomme, donc patron là, cette fois-ci du Tour masculin. Qui t'as vu d'autres? T'as vu des anciennes Bernard gloires Thévenet, un ancien ouais. coureur cycliste là. Il a été entraîneur aussi, Richard, non? Absolument. Il a gagné le Tour plusieurs fois dans les années 70. Alors j'ai pas la date exacte quoi. Il courait avec Bernard Hinault, il a couru avec Laurent Fignon à l'époque de Greg LeMond, etc. quoi. Oh là, mon Ouais, spécialiste. Ah ouais, non mais attends. Mais c'est le écoute, Robert j'ai fait du Chapat vélo, de j'ai fait du vélo l'Alpe moi. Non, puis Greg, quand tu Non, sais que c'est quand pas tu vas c'était manger le chez rugby. Greg, non Non, je seulement sais pas. tu manges bien, mais en plus t'apprends des choses, tu vois, il vient te parler, il Ah bah t'explique et tout ça. Il se contente pas que bien de parler, faire il bien faut manger. parler. Des fois je chante, des fois. Alors nous absolument aussi, pas. tu sais quoi, on a suivi le Tour de France et on va regarder un petit peu comment par exemple Zaza a suivi le Tour de France. Elle a suivi le Tour de France, tu sais, dans les coulisses. Eh ben Zaza, on t'écoute, on regarde ce que tu as tourné. Pour vous raconter un petit peu les coulisses et les dessous du Tour de France Femmes. Ah bah oui, les dessous du Tour de France Femmes. Quelle Enfin, élégance. je me doutais qu'il allait la faire. Vas-y Zaza. Les Pardon. coulisses. On va retracer un petit peu la journée. Du coup, à 11h30, c'est là où tout le monde arrive, tout le monde s'active. Il y a les camions, les cars, les grues qui viennent et qui se préparent. Des kilomètres et des kilomètres de fils, de câbles qui sont déroulés. La route, elle est nettoyée pour afficher les partenaires sur le sol. Et le Tour de France Femmes est diffusé et commenté en direct par France Télévisions. Donc pareil, ils ont leurs camions qui sont arrivés pour mettre en place la régie. Et ce qui veut dire que Ça eux fait aussi, beaucoup de camions. ça fait beaucoup de camions, Qui ça arrivent fait dès le beaucoup soir de quoi. monde. Bah, dans la nuit souvent pour s'installer quoi. Tout Ils à viennent fait. d'une étape. Et nous, on a eu droit à une petite visite privée du camion régie. Waouh, la chance. Ouais. Et ben on y va alors. On fait l'habillage France Télé, donc l'habillage France Télé, il va y avoir les commentateurs. On fait l'émission avant tour, qui s'appelle le vélo club, enfin c'est le vélo club, et l'après tour, une fois que l'arrivée est faite, le protocole est fait. Il y a encore une émission qui fait ses résumés avec des chroniqueurs, Nelson, Claire, Jalabert. Et Nicolas G. Tout ce petit monde doit cohabiter, doit pouvoir s'interconnecter les uns les autres. Et ça, c'est géré par Olivier Lutz, qui est ici, qui gère une matrice d'ordre et qui va faire que tout ce petit personnel communique les uns avec les autres. Il y a 4 personnes, ils ingurgitent des images de toutes les caméras. Et après, on a un choix éditorial pour diffuser des ralentis, rediffuser à vitesse réelle aussi des actions qu'on n'a pas pu voir à l'antenne parce qu'on les a loupées, mais comme on a plusieurs caméras, ça nous permet de les enregistrer en divergé. Tout ce qu'on appelle le stack du car, c'est-à-dire que toutes les informations IP du car se retrouvent ici, puisque toutes les machines aujourd'hui sont en IP, c'est des gros ordinateurs. Et là, dans ces parties-là, on a des bêtoiles, il y a des machines qui font beaucoup de bruit et qui sont ventilées. Voilà, on est là. Ici, ça fait plus de bruit. C'est le mélangeur vidéo, ça fait beaucoup de bruit. Et d'ailleurs, on a aussi croisé une personne qu'on a beaucoup vue et entendue de l'autre côté de l'écran. Qui ça Eh Toi ben, aussi, je t'as laisse un petit rencontré peu de des vedettes. surprise. Et Vas-y. il avait quelques mots pour l'Alpe d'Huez. C'est une difficulté majeure que même les hommes ont du mal à faire. Donc pour les femmes, j'ai déjà beaucoup d'admiration pour elles, mais là j'en ai encore plus. Ah, mais c'était Nelson Montfort, dis donc. Et oui, lui On l'a aussi, tous il a fait le reconnu. déplacement. Ah, mais moi je l'ai pas reconnu, dis donc. C'est vrai. Il a vieilli, hein. Nelson, sa voix change pas quoi. Noémie, toi, je crois que tu as suivi particulièrement le Tour amateur et que tu vas nous expliquer exactement comment ça s'est passé. Ouais, je suis descendue à Bourdoisan dès le Je samedi, crois que t'étais à la Calais, dimanche matin. Non, Bourdoisan, ça suffit. Et donc là, on a vu 1200 participants, donc c'était quand même pas mal. Habillés tous avec le même maillot, même casquette, donc c'était assez esthétique à voir. Et très mixte, à peu près 49% de femmes qui étaient là, et donc c'était assez sympa pour la parité.
Et donc c'était la première fois qu'il y avait une telle organisation, parce que d'habitude dans le Tour de France, les amateurs peuvent faire les mêmes étapes que les professionnels. Là, cette fois, c'était pas une étape, c'était une plus petite partie du Tour. Et donc ils ont fait que la montée de l'Alpe, donc une première. Et voilà, l'avantage c'est que c'est une organisation dans la journée, sans manger sur le Tour professionnel. Et on a quand même trouvé beaucoup du beau monde, notamment une Californienne et une Allemande. Là, il y a des interviews qui peuvent arriver. C'est quoi d'être ici et de monter l'Alpe d'Huez quelques heures avant les pros ? C'est une vraie opportunité. Je pense que c'est vraiment une chance. Puis ça va être génial. On passe vraiment où elles vont passer après. Il y aura déjà du monde, etc. Donc ça va vraiment être sympa. Alors on n'a jamais fait de course de vélo. Donc c'est la première fois. Première fois qu'on le fait. Ça permet d'être acteur et spectateur, de mettre un pied dedans, de mettre un dossard. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils mettent un dossard, accompagné peut-être de quelqu'un d'un peu plus chevronné. Et ça leur permet de se lancer le défi de l'Alpe d'Huez, qui est un défi mythique. Alors je m'appelle Sandrine et je viens de Bretagne. Donc vous avez fait le déplacement juste pour l'occasion ? Non, on est en vacances et là il y a ma fille qui est en train de passer derrière. Donc une histoire de famille ? Oui, c'est elle qui fait du vélo, c'est elle qui nous a emmenés. Et du coup c'est quoi les sensations là d'être ici ? L'ambiance est spéciale ? C'est dur, mais c'est sympa en fait, on s'entraide entre nous quoi, on se motive. Nous en fait on vient pour voir les filles sur le Tour. Donc voilà, parce que notre fille a fait du vélo en club, elle a 9 ans et elle rêve de gagner le Tour de France depuis qu'elle a 3 ans, donc on est obligé. Oui, il y a du monde dans tous les virages, l'ambiance est sympa, les gens t'encouragent, c'est motivant. Donc pour beaucoup c'était leur première course de vélo, première compétition et voilà, ils étaient super contents d'être là, de passer sur la route avant les professionnels. Il y avait vraiment une autre ambiance très conviviale. Tu m'étonnes. Et les routes, elles étaient fermées comme pour les pros ? La route n'était pas fermée, non, c'était un peu... c'était, Petit bémol de ce côté-là, ouais. Ouais, c'était quand même le bazar. Pour les coureurs, ça aurait été appréciable de la fermer, mais peut-être par rapport à l'amplitude déjà, pour l'organisation, c'était peut-être un peu trop long. Ouais. Noémie, toi ? Ça te dirait un jour de tenter une expérience comme ça ? Alors allez, on fait pas toute l'étape grand bornant, mais juste les virages, juste la montée. Ça te chaufferait ? J'ai hésité cette année, ça fait 1 an que je suis là, je me suis dit allez je vais le faire, parce que je faisais un peu de véloroute, mais moi j'en fais en Charente-Maritime, et c'est le plat pays. C'est pas la même cam. Ouais. Donc non, là je laisse ça au... Plat pays, Stéphane, tu t'as envie toi faire l'étape en vélo ? Franchement, plus ça va, plus je suis ici, plus j'ai un peu de temps, plus je me dis... Je me demande si je le ferais pas un jour quand même. Tu vois, pourtant presque je m'étais juré de pas le faire. Déjà, je le ferais bien à pied une fois. Voilà, je crois que j'ai envie de le faire à pied une fois. Ça s'appelle Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça. Ouais, mais j'ai envie de le faire à pied une fois, puis après en vélo avec un bon électrique. Au départ de Huez. Toi, Greg, tu l'as déjà fait ? Ouais, moi je l'ai fait 2-3 fois. Ouais. Yeah. Avec un vélo non électrique ? En fait, quand j'étais jeune, je faisais des courses. Quand j'étais jeune, ouais, quand j'étais un peu plus jeune, quoi. Ouais. Donc la particularité aussi qu'il y avait pendant ce tour femmes, ça arrive aussi pendant le tour masculin, mais les virages, ou en tout cas certains virages, étaient très 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 animés. On a un reportage là-dessus, mais d'abord Richard, toi tu les as vus un peu les virages Mais j'étais à Bourdoisan. Ah donc non. Mais t'entendais, je suis sûr que de Bourdoisan, tu entendais... Non, mais je suis allé sur le parcours à Bourdoisan. Et il y avait un peu de monde, effectivement, sur le carrefour. Nous, on y était, et dès midi, on voyait des camping-cars, des gens qui étaient déjà bien prêts pour le Tour Pro. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont aussi là pour les amateurs, donc ils profitent. Ils se chauffent, quoi. T'as vu que 3 jours avant, il y avait des gens qui venaient en voiture... classiques qui dormaient dans leur voiture, virage 9, virage 13. Oui, absolument, pendant 3 jours. Pourtant, on a eu une pluie un peu sympa qui était venue s'abattre. Virage 9, virage 13, c'était un Allemand. C'était un Allemand, ouais. Il y avait un Belge au-dessus, un Français, un Toulousain. Ouais. Et regardez, Zaza, elle a vu tous les gens dans tous les virages et elle nous présente quelque chose que vous avez peut-être pas pu voir parce qu'on ne peut pas monter ce jour-là, des fois. Ouais, alors nous, on est surtout allé au virage 1. Il s'appelait le virage des championnes. Donc on s'est dit que le titre était pas mal, il fallait aller voir. Donc à 16h, on y est allé. Très clairement, il y avait de l'ambiance, de la musique, plein de copains qui sont venus faire... On voit ça, là. Ouais, c'est ça, qui sont venus un peu mettre l'ambiance, vraiment de la bonne humeur et beaucoup de goodies aussi avec les caravanes et puis beaucoup d'échanges, des t-shirts, des casquettes, voilà, c'était vraiment bon enfant. Et c'est vrai que c'était les mêmes moyens que le Tour de France homme finalement, la caravane, le même spectacle, la même configuration et du coup, ça a vraiment justifié l'engouement de tout le monde, tout le public. Hein. Tout à fait. Et Pablo, c'est l'un des organisateurs de la Fanzone. Yeah, on l'entend là, Pablo ? Allez, vas-y, Pablo. Je suis rapproché de l'Alpe d'Huez,
qui a été super à l'écoute et qui a mis en avant l'événement, ce qui a permis d'avoir un peu d'écho et de ramener le maximum de gens. Et puis après, c'est trouver des fonds pour financer banderoles, t-shirts. L'objectif, c'était aussi d'accueillir tous les publics. On a des enfants qui ont pu jouer toute l'après-midi. On échange avec des gens qu'on ne connaît pas. Enfin, c'est l'esprit du tour et c'est super réussi. On est hyper contents du résultat. Voilà, donc Pablo, vous l'avez vu, il avait un t-shirt jaune, il en distribuait en fait à tout le monde. Je vois que toi aussi, t'en as récupéré des casquettes et des bobs. Il a pas le maillot jaune pour l'instant, mais il a le début, quoi. Je suis là pour avoir un tour de table. Un petit queue de cheval quand même pour derrière, pour l'arrière de la nuque. Comme quoi, oui, j'étais sur le parcours du Tour de France hier après-midi. Et t'as ramassé des choses. T'as parlé avec d'autres gens? Ouais. Pardon, Zaza, excuse-moi. Ils ont pas voulu me répondre. Excuse-moi, Zaza. Excuse-moi, Non. je suis passé du coq à l'âne, je regardais, j'étais passionné. Non, et Pablo, du coup, il était content du résultat parce que y en a certains qui ont fait le déplacement que pour l'ambiance. D'autres avaient une analyse de la compétition un peu plus poussée quand même. Aussi un niveau différent entre toutes les coureuses, du coup c'est plus ouvert, ça change, ça fait penser un peu à nos courses, à nous juniors. Quand on court, c'est vraiment les plus fortes qui gagnent, il n'y a pas trop d'équipes qui cadenassent la course. Et ce qui plaît particulièrement dans cette version féminine, ce sont les formats des courses. C'est plus plaisant que regarder que les hommes, les courses sont plus courtes, puis du coup elles sont c'est plus agressif. Ça rend l'effort humain parce qu'on les voit aller aussi vite que les gars, mais on voit l'effort sur leur visage et on s'identifie plus, pour ma part je trouve, à ce que c'est de faire du vélo au haut niveau. Bien sûr, il y en a qui sont venus aussi avec des pancartes pour soutenir une personne en particulier. Et au passage des coureuses, on a très clairement repéré qui étaient les favorites. Je viens supporter Léa Curier de Star 54, on est tous avec elle et voilà, j'espère qu'elle va tout donner et là elle est bien placée donc c'est cool. De toute façon là en montagne on l'a vu hier avant-hier, elle était là, elle a amené ses coéquipières et j'espère qu'elle fera du mieux qu'elle pourra. Et d'ailleurs Léa, on la retrouvera avec toi Noémie, non ? Ouais, on la retrouvera à l'arrivée. À l'arrivée tout à l'heure. Ok, merci beaucoup Zaza. Ça nous a fait vivre un peu de l'intérieur pour celles et ceux qui étaient comme toi Greg en plein boulot et qui ne pouvaient pas à ce moment-là être là. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un engouement pour ce Tour de France qui est un des rares spectacles sportifs gratuits. Et ma grand-mère, ma grand-mère me disait « J'adore le Tour de France parce que je voyage en France ». C'est vrai que et c'est pour ça qu'ils ont développé justement la partie culture du Tour de France, quoi. Tu sais, avec pour ma grand-mère. la partie pour ta grand-mère ou à la suite. Avec Nelson Montfort justement, qui a une petite chronique à chaque fois. C'est Nelson qui parle de la culture. Ah oui, c'est vrai. Il a l'image du jour à chaque fois. Tous les paysages, etc. Pas si t'as l'info aussi, mais attention. Il me semble qu'il y a un virage qui va changer de nom. Ils vont baptiser un nouveau virage. Je sais pas, t'as eu l'information hier soir sur le discours. Le vainqueur du Tour féminin va avoir l'honneur de voir son nom être affiché dans un des virages, dans un des 21 virages de l'Alpe. Donc c'est tout nouveau. Parce que d'habitude, c'est les vainqueurs d'étapes. Pour le Tour de France hommes notamment, qui gagnent l'étape de l'Alpe d'Huez, mais là c'est gagner le Tour de France féminin et il va y avoir. Donc ils vont créer un 22e virage. Non, en fait, on va débaptiser un virage. Si j'ai bien compris, je crois qu'il y a un des virages qui va être débaptisé et peut-être petit à petit, comme ça, on va rebaptiser les virages de l'Alpe. Ça évolue. Non, après, je pense que ça peut être chouette parce que Marion Rousse disait hier, justement, au final, elle a des idées, justement, pour amener peut-être un spectacle encore différent sur les années à venir, en plus qui pourrait venir être complémentaire du Tour de France masculin. Donc, si on pouvait avoir de belles fêtes comme ça sur l'été, ce serait vraiment chouette, quoi. Mais carrément. Carrément. En tout cas, c'était un vrai plaisir de recevoir tout le monde, la famille de la télé, la famille du sport. Enfin bon, c'était trop bien. Noémie, toi, t'étais posée à l'arrivée, t'as rencontré plein de gens et on va regarder ça ensemble et on va apprendre tout sur cette étape du Tour de France femmes. Ouais, on a des images à l'appui. Moi, j'étais à l'arrivée, donc avec toute une horde de journalistes. Et là, c'était vraiment la course. Donc nous, on est sur un écran, on est journalistes, toutes les teams aussi des équipes regardent l'arrivée avec attention, tout ce qui se passe dans les virages. Et après, donc là, on lâche les journalistes et on va pouvoir aller inviter les premières coureuses qui arrivent. Et là, c'est au premier arrivé, à la première question qui sort. Pour essayer d'avoir une petite exclusivité. T'es prête à ce que ta vie ce soit ça ?
Alors là, c'était la première fois que je faisais ça, moi. Comme exercice, la meute, on appelle ça comme avec ça. Avec ton micro. Ouais, avec mon micro qui est là. Une meute, j'étais comme ça à attendre mon micro. Et donc, on a pu interviewer Evita Musique, donc qui est arrivée 3e hier et 4e au classement général. Presque, elle peut se reconvertir. Ah bon. Et donc ensuite, on aura une autre interview de Léa Curinier, du coup, qu'on a vu aussi, on a vu ses supporters dans les virages. J'y ai cru une seconde pour la victoire d'étape. À un moment donné, on a failli rentrer et j'avais un virage, j'avais plein de supporters et je me suis senti pousser des ailes. Donc je me suis dit, bon bah, autant pareil essayer d'attaquer, même si voilà, reprendre une main, comme je disais, c'était compliqué. Mais je suis aussi contente de faire le podium de la dernière étape. C'est incroyable. Evita, elle a fait une montée de malade, donc je suis super fière d'elle. Franchement, elle a rien lâché jusqu'au bout et voilà. Je pense que là, j'ai plein d'émotions. Je suis juste contente d'avoir fini. Mais ouais, c'était incroyable. Et ces 21 virages de l'Alpe d'Huez, ils sont mythiques dans le Tour de France. C'est une émotion particulière de finir cette année ici à l'Alpe, dernière étape. Ouais, c'est vraiment une montée mythique et ouais, c'est vrai qu'il y avait du monde tout au long de la montée et c'était ultra émouvant. Donc je suis super fière d'avoir terminé. Bravo à toi. Merci. Et donc, là, ce qui est impressionnant, c'est de voir les coureuses qui arrivent, elles sont en larmes, elles s'écroulent par terre. C'était vraiment des images. Il y a quelques instants avec Greg, c'est une étape de dingue. Ouais, on voit que c'est physique. Et là, l'autre particularité, c'est que c'était l'arrivée, c'était la fin du tour. Donc elles ont quand même 8 jours de Tour de France Il devait y avoir aussi énormément d'émotions. Enfin, on l'a vu, la victoire, elle s'est jouée à 4 secondes, elle s'est jouée à rien. Avec la 3e, il y avait 10 secondes d'écart. Enfin, vraiment, c'était hyper serré. Donc, à l'arrivée, il y a dû avoir une émotion particulière. C'était très serré. Et puis, il y avait aussi les familles qui étaient là, derrière les barrières, à réconforter toutes les coureuses. Donc, c'était vraiment particulier de vivre ça de l'intérieur. Et après cette arrivée, tout retombe, quoi. C'est vraiment la fin du tour. Et puis... J'ai une petite question pour Greg. Est-ce que tu t'étais inspiré du Tour de France pour faire un menu ce jour-là? Elle est trop bien cette Non, pas du tout. Non, on a été vraiment sur la partie réceptif de la journée, quoi. On était plus sur un cocktail déjeunatoire là pour les invités, pour les gens qui viennent un petit peu invités sur. Et j'avais entendu parler d'un gâteau, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose de particulier ou pas? Alors tu sais quoi, tu sais tout toi déjà. Tu devances la séquence d'avant, mais t'as raison. Non mais fais-le, c'est bien. Alors vas-y, dis-nous ce dont tu as entendu parler parce que justement on a des images. Justement, j'ai entendu parler qu'il y avait un gâteau, mais je n'en sais pas plus. Et je l'ai même pas goûté. Greg, qu'est-ce que c'est que cette histoire de gâteau? L'anniversaire de Marion Rousse, c'était samedi 17, donc la veille de l'arrivée. La station a voulu faire plaisir à Marion avec ce petit clin d'œil. On a eu la chance d'être sollicité pour lui faire un petit gâteau. Wow. Du coup, on lui avait préparé un petit fraisier avec une petite crème mousseline très sympathique, quelques feux d'artifice et accompagné d'un joli bouquet de fleurs. Voilà, on le voit passer le gâteau, superbe. Elle s'est régalée, elle l'a pris à l'étage du bus. C'est un fraisier tout simplement, avec les fraises de saison, une petite crème mousseline à la vanille. Alors crème mousseline à la vanille, donc beaucoup moins grasse qu'une crème au beurre, un truc moins bien grasse qu'une lège. crème au beurre, mais il y a autant de beurre que de crème pâtissière, quoi. C'est une crème pâtissière auquel on ajoute du beurre, la moitié du poids du beurre à chaud, on laisse foisonner tranquillement, puis après on ajoute le beurre pommade à la fin, on la fait bien monter. Beurre pommade, ça les fait gars. une jolie émulsion, une jolie crème très légère. Une émulsion. Vas-y, continue. Alors, et après, donc les fraises, tchac, coupées en 2, en 4. Tchac, coupé en 2 pour faire le tour de l'entremet. Yeah. Donc c'est cerclé tout simplement avec un petit papier rhodoïde sur un petit biscuit. Un petit biscuit imbibé avec une petite crème, de fraise, une petite liqueur de fraise, un petit sirop sur lequel on vient ajouter la crème. Et puis voilà, on fait une petite finition avec une jolie pâte d'amande qu'on a au préalablement un petit peu passée au chalumeau pour la noircir un petit peu. Avec une jolie plaque d'anniversaire. Merci Marion, joyeux anniversaire. Marion Rousse donc. Absolument. Ouais. Bon, donc ça c'est Marion bien. Rousse. Marion Rousse. Bah écoute, franchement, bravo. J'espère qu'elle a été touchée par cette attention. Il y a eu un cadeau qui a été fait à Monsieur Prudhomme. Il a reçu lui aussi l'affiche avec une petite subtilité. Il avait marqué « Est-ce qu'on est pour un retour en 2025 ?» Donc est-ce que c'était le bon moment et le bon endroit pour poser la question? On ne sait pas, on n'a pas encore la réponse. Mais peut-être qu'en 2025, on recevra le tour... Ah, tu crois que c'est un Tour de France? C'est une apparemment, il y a quelques pistes. C'est une info, c'est un indice. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut pas le dire officiellement,
Mais s'il y en a qui ont les vraies infos, qui non, mais balancent. c'est plutôt chouette. C'est qui a plutôt trouvé chouette. le Greg, mot il y en a Donc, Greg, qui ont on les te vraies retrouve infos. Tant que c'est pas officiel, on n'a pas le Donc, droit. c'est Mais, pas officiel. mais par contre, on espère et je pense que les dépend, choses si ont on- été si on sort en faites décembre. correctement justement pour que ça se fasse de manière encore plus chouette avec les hommes, avec les femmes, Toi, pourquoi tu pas seras avec là en un critérium. 2025. Ah bon, on sera là tout le temps. Voilà. Moi, je pense Surtout en 2025. On a notre réponse. Ouais, j'espère même, on ambitionne même de les suivre sur toute la partie du tour. On aimerait bien. Ce serait Oh, le un catering super privé, chouette. trop bien. Mais là, Bah, mais ça, il va falloir qu'on chouchoute le bus. il va falloir chouchouter le Attends, bus parce que, alpin. attends, c'est quoi cette information? Richard est aussi ton mécanicien? Richard, c'est notre technicien sur toutes les crises, quoi. Ah ouais. Crise de rire, crise de foi. Ah, et c'est. Richard, j'ai cassé mon store, tu peux venir, comment je fais pour le dénuder? Bon, bah, t'en fais pas, j'arrive, envoie-moi une photo. Enfin, Richard il est toujours là. Donc, Bah, ça, pour c'est dévoiler énorme. même les coulisses, tout à l'heure on était en train de préparer l'émission, t'étais là, il y a quelqu'un qui l'appelle, ah bonjour, j'ai une fuite d'eau. Le gars il est plombier ou il est électricien, il sait tout faire. Électricien, en fait. plombier, maçon. Pas du tout, pas du tout, pas animateur du tout. radio, Mais qu'on peut dépanner. Ah, et tu sais tout faire. Bon, elle est bien cette équipe. Elle est super. Je la garde cette équipe. Ouais, elle est bien. On Faudrait peut-être re-signe- une blonde en plus, quoi. on re-signe Greg, pour l'année prochaine en 2025 si jamais les informations qui semblent transpirer depuis ma droite. En fait, donc t'as rencontré plein de monde. Oui, oui, Alors, oui. T'as rencontré qui? À l'arrivée, donc on a rencontré les coureuses Evita Music, Léa Curinier, Monsieur Leclerc, qui est quand même à la tête de ces fameux maillots à pois, maillots Ah oui, rouges là oui, qu'on les voit maillots partout. rouges et blancs là. Donc on n'a pas pu le manquer, il était avec toute sa team, on a fait une Du petite meilleur interview. campeur. D'être sur ce Tour de France, une arrivée mythique quand même à l'Alpe d'Huez pour les femmes. Je suis d'abord très content de soutenir le Tour de France des femmes. Elles le valent bien, c'est le slogan L'Oréal, hein, je peux l'utiliser. Et l'Alpe d'Huez, c'est la deuxième fois que je viens. La première fois c'était pour les hommes. Je suis venu pour faire du ski, mais j'adore cette atmosphère. Et puis je trouve qu'il faut encourager des femmes aussi volontaires, aussi méritantes, pour qu'elles aient de l'audience, de la visibilité, et une carrière professionnelle aussi. Voilà. Donc c'est un honneur d'être sponsor de ce tour depuis quand même des années. Ouais. Et puis surtout pour les femmes, c'est quand même un tour qui a de plus en plus de visibilité maintenant en ce moment. Oui, moi je suis dans un monde de la distribution, du service où c'était quand même beaucoup les hommes. Mais je suis le fils de ma mère, donc j'aime bien soutenir des causes, j'aime bien l'engagement et même si c'est aussi une publicité qui entretient une image de marque et tout, après tout, mettons-la au service d'une vraie cause. Et donc ensuite on s'est faufilé dans les coulisses du plateau de France Télé qui préparait tout et c'est tout ce qu'on voit en direct en fait à France 2 et France 3 avec Marion Rousse qui est parti. Il y avait Nagui, non? Non, pas Nagui, non, il n'était pas là. Mais Marion Rousse est parti faire Stade 2, Nelson Montfort était là aussi, tout Et ouais, après, le gratin. Stade de 2 a France été 2. tourné après. Ouais, c'était ici. Pas Et puis ensuite on est passé dans la zone VIP au bus alpin du coup, où là on a fait une petite interview de monsieur le sénateur de l'Isère et de la députée. Donc Tour de France femmes arrivée à l'Alpe d'Huez, c'est même pas une étape, c'est une arrivée finale, c'est quand même prestigieux pour l'Alpe d'Huez, pour le département. Oui, c'est effectivement formidable. On est sur une année olympique. En plus, on a eu un été très sportif et une arrivée ici à l'Alpe d'Huez où on a plutôt l'habitude de voir l'arrivée du Tour de France masculin. Moi, je suis très heureuse d'avoir pu participer et à la remise de ces prix pour le Tour de France féminin. En tant que membre de la délégation aux droits des femmes à l'Assemblée, ça me touche particulièrement et j'ai pu observer que c'était une cause qui avait beaucoup mobilisé. Je craignais qu'il y ait un peu moins de monde, mais il y a eu vraiment beaucoup de monde et ça fait plaisir de voir qu'on se mobilise aussi autour du sport féminin et c'est une très bonne chose. Oui, c'était une très belle journée avec des très belles images. Je pense que les téléspectateurs qui ont regardé cette étape à la télé ont pu voir aussi toute la beauté de ce département, de cette montée de l'Alpe d'Huez, qui est connue, comme l'a dit Marie-Noël, par les sportifs masculins. C'est un monument, la montée de l'Alpe d'Huez. Et c'est vrai que sportivement, il y avait du suspense aussi. Et tout le long de cette montée, on a vu aussi la qualité des sportifs qui ont franchi cette étape. On a pu aussi assister à la montée des 1400 coureurs qui ont fait l'Alpe d'Huez, les amateurs. C'était aussi une très belle fête populaire, avec beaucoup de monde aussi au bord des routes. Donc c'est une vraie réussite et j'espère que ça va donner encore de l'envie aux organisateurs de revenir dans l'Isère et notamment à l'Alpe d'Huez, mais aussi sur d'autres sites de l'Isère
pour accueillir Tour de France féminin, bien sûr. Tout le monde était présent, avec monsieur le maire aussi, bien évidemment, de l'Alpe d'Huez. Et puis, cerise sur le gâteau, c'était la dernière interview de cette grande journée. C'était Marion Rousse, qu'on a réussi à interviewer après une semaine de bataille. Après, hein. On lui a couru après, on peut le dire. Le gâteau était à la fraise. Donc, cerise sur le gâteau, c'est fraise sur le gâteau. Allez, bien, Nuance. Richard. Tu suis ce qui se passe dans cette émission. Eh ben, on écoute Marion alors. Je tenais vraiment à vous remercier parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'importance que ça a pour le cyclisme féminin, pour toutes les concurrentes, de pouvoir dompter l'Alpe d'Huez et de rentrer dans l'histoire du sport. Ça a été juste formidable. Je peux vous dire que depuis l'annonce au Palais des Congrès en octobre, tout le monde nous parle de cette étape qui a été l'étape la plus dure depuis la création du Tour de France Femmes. Plus de 4000 mètres de dénivelé positif. Donc merci, on a vraiment vibré du début jusqu'à la fin. Je ne pense pas qu'on ait d'ailleurs souvent vécu des arrivées aussi serrées au classement général. Même les gens qui connaissent le cyclisme, je pense que ce matin on s'était dit que ça ne se jouerait pas à la seconde, et ben on a eu tort. Donc merci parce que ça a été vraiment une part de l'histoire qui s'est écrite aujourd'hui et j'ai été très émue à l'arrivée de voir du monde, de vous rencontrer aussi parce que c'est tout un travail qui est mis derrière, on s'en rend bien compte. Et surtout moi ce qui m'avait marqué, c'est que lorsque ASO était venu à votre rencontre pour préparer l'événement bien en amont, vous avez été clair avec nous, c'était de nous dire on a déjà reçu plein de fois le Tour de France Hommes, mais on veut le recevoir aussi bien pour le Tour de France Femmes. Et ça marquait vraiment déjà une belle histoire qui allait se créer entre nous. Donc merci à tous, merci. Merci Marion. Donc un des virages de l'Alpe d'Huez va porter le nom d'une coureuse. Ouais. C'est une consécration pour le sport féminin, pour le cyclisme féminin. Bien sûr, et on m'a posé beaucoup la question. En fait, on en a parlé dès le premier jour aux Pays-Bas, pour tout vous dire, où des journalistes sont venus me voir. Et ça prouve que vraiment ça a marqué les journalistes et que ça a marqué les gens, parce que le fait d'inscrire vraiment noir sur blanc sur un virage le nom de la vainqueur, ça montre qu'on a écrit l'histoire, qu'on rentre dans l'histoire du sport et on sent vraiment qu'on a franchi un cap. À la fin de cette étape, au sommet de l'Alpe d'Huez, on rentre encore un peu plus dans la tête des gens. Et justement, le Tour homme, c'est 23 jours de course contre 8 pour le Tour féminin. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on peut voir un Tour féminin plus long qui s'étend sur le temps ? Il sera déjà plus long l'année prochaine puisqu'on a rajouté un jour de course. On passe de 8 jours de course à 9 jours. Le cyclisme féminin, il a beaucoup évolué ces dernières années, mais il faut y aller vraiment progressivement. On est là aussi dans un rôle d'accompagnateur. Et si on va trop vite, les niveaux qui sont un peu moins élevés risquent de ne pas suivre. Donc on n'est pas là non plus pour tuer d'autres compétitions qui existent également depuis plus longtemps en face de nous. Donc voilà, on y va au même rythme. Je pense que cette année, on a prouvé une nouvelle fois que la compétition tenait la route et qu'elle avait de beaux jours devant elle. Donc vraiment on pérennise la course, on a envie encore d'exister dans 100 ans. Mais là c'est quand même plutôt bien parti et je suis très confiante pour l'avenir. Bon voilà, ça y est, on arrive à la fin de notre séquence sur le Tour de France en excellente compagnie avec Greg. Greg, c'est quoi l'avenir du bus alpin alors ? C'est dans les mois si t'as à venir ou aller jusqu'au mois d'octobre peut-être, tu sais déjà ? On va continuer, on va reprendre la route nous à partir de début septembre, on va ramener le bus à Bourg-d'Oisans, on va l'exploiter dans l'Oisans, peut-être répondre à quelques privatisations qu'on est en train de traiter en ce moment. Genre des mariages, des repas d'anniversaire d'entreprise. Voilà. Et puis on va filer un petit peu, on va sortir un peu du département, on va monter en Bourgogne, on va faire quelques jours à Chablis à partir de mi-octobre. Tu vas revenir avec une bonne bouteille. Une bonne idée. Exactement, on va monter, on va dans un domaine où justement on va faire une cuisine bourguignonne alpine. Pendant le marathon. On va être la semaine d'avant, semaine juste d'avant quoi. Et puis on va faire la Nièvre parce que natif de Nevers, donc on va faire un petit coucou à Nevers. Et puis derrière, on va revenir, on va s'envoler pour une semaine à la foire aux champignons à Saint-Bonnet-le-Froid dans le 43 avec toute l'association justement de la foire aux champignons. C'est assez magique. Si vous savez pas quoi faire aussi à la fin de l'année, allez vous rendre à Saint-Bonnet-le-Froid, c'est pas si loin d'ici. Et il y a un marché aux champignons, il y a un gros marché, c'est très connu, c'est très fréquenté et c'est très gourmand. Et vous allez voir, il y a les chefs, il y a des chefs qui viennent faire, il y a Monsieur Marcon qui vient faire justement des démonstrations de cuisine avec des plus jeunes restaurateurs, des enfants, des jeunes adultes, etc. Et c'est plutôt sympa comme événement. Trop bien. Est-ce que tu as d'autres actus ? C'est quand le retour après tous ces périples un petit peu à droite à gauche ? Tu reviens pour l'hiver ? Pour l'hiver, on va mettre le bus en hivernage parce qu'on ne pourra pas l'exploiter. On assurera notre partie traiteur événementiel à proximité. Puis moi, je change de casquette l'hiver. Et oui, c'est vrai. Bah ouais, voilà, j'ai. Ça dame.
Ça dame, ouais. Je suis rentré au damage l'hiver dernier. J'ai eu la chance de pouvoir découvrir ce métier, puis que j'affectionne. Et donc, tu vas damer encore cet hiver? Et ouais. Et je vais damer un petit peu la partie nordique ou la partie du... Et peut-être qu'on te recevra pour encore autre chose, peut-être pour cette partie damage. Pourquoi pas vous faire voir une autre casquette. Il sait tout faire, lui aussi. Partout. Vous êtes tous les deux multitâches, les garçons. Allez, c'est parti. On se dit à bientôt. Les filles, à tout à l'heure, et les garçons, à tout à l'heure, parce qu'on reçoit encore un autre invité juste derrière. Allez hop, c'est parti. Je me change et j'arrive. Vous savez quoi, mes petits chroniqueurs chouchous, on reçoit un gars qui a vraiment plein de trucs et qui va nous mettre l'eau à la bouche, plein de trucs à nous dire. Il a un nouveau commerce à Villa-Recula. Vous connaissez tous Villa-Recula, c'est bon? Oui. Il n'y en a aucun de vous trois qui ne sait pas aller Villa-Recula. Franchement, vous les filles, bon pas lui parce que lui c'est presque un local, vous les filles, la première fois que vous avez pris la route à Villa-Recula, un peu les pétoches ou moyen? Un petit peu. Un petit peu les pétoches. C'est impressionnant. Et du coup, on peut aller se réconforter maintenant. Une fois qu'on a fait ce petit chemin, on va dans la demeure sauvage. Ce petit chemin. Qui sent la noisette. Ça, il est très en forme. Et on va donc dans la demeure sauvage. C'est Paul qui en est le patron et on peut l'applaudir fort. C'est notre invité aujourd'hui. Salut Paul. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? Alors, t'es venu toi aussi jusqu'à nous avec ce chemin de Villa-Recula? C'est ça, exactement. On est venu. J'ai eu la chance d'avoir été cherché par le patron. Mais carrément, t'as Spielberg qui est venu te chercher en direct chez Exactement. toi. C'est trop la classe. D'ailleurs, on fait un petit appel puisque Paul, il osera pas, il est gentil, il ose pas. Si vous êtes garagiste et que vous avez une solution pour sa voiture, ça serait sympa. Voilà, ça c'est fait. Et aussi, il faut savoir que maintenant, Guillaume est Uber. Et Guillaume Hubert, voilà, il fait vraiment tous les métiers dans cette station. Allez, maintenant on rentre dans le vif du sujet, on se retrouve avec Paul. Richard, encore une fois, je suis désolé les filles, mais après je vous donne la parole promis. C'est toi en fait qui a été un peu notre cobaye, qui a été mangé chez Paul. Donne-nous tes premières impressions et peut-être une question pour ce jeune homme. Eh bien effectivement, je suis allé dîner un soir à la demeure sauvage avec un menu gastronomique. Enfin, menu complet, il y a plusieurs plats, on peut dire gastronomique, je sais pas. Oui, on peut utiliser le terme. On peut dire le terme, menu gastronomique. Ouais, on y reviendra, mais parce qu'avec Paul, il y a, tu vois, bistronomie, plusieurs gastronomie. plats. Alors moi, je suis pas habitué au restaurant gastro. Généralement, je fais des restaurants gastro à l'Alpe d'Huez, mais c'est pas forcément les mêmes. Là, t'as plus aucun pote. C'est ça. Vas-y, continue. Mais au moins, ils vont se marrer. Et du coup, quel restaurant gastronomique à l'Alpe? Parce que... Non, c'était une boutade. Il n'y a pas personne se revendique gastro à l'Alpe. Bon, alors vas-y, ton expérience. Non, mais c'est impressionnant avec des plats qui sortent de l'ordinaire. Et pas trop dans l'assiette parce qu'on m'a dit forcément il y a plusieurs plats. Alors moi qui suis habitué à manger comme un ogre, mais bon, ça va. Et t'es sorti repu. Oui, bien sûr, oui, absolument, rien à dire. C'est ça qui est important. Et avec des produits locaux. Ah. Et locaux et l'OCO, bien sûr, des produits de fou, mais non, ils sont très bons, produits locaux, et donc, mais super bonne expérience, et au-delà de ça, sur le concept en règle générale, puisqu'il y a le restaurant, il y a la pizzeria, il y a l'hôtel, on n'en a pas parlé de la pizzeria. Il y a beaucoup de boulot qui a été fait, bravo Monsieur Paul. Merci beaucoup. Alors Paul, beaucoup de boulot. Ça a mis combien de temps? À quel moment en fait tu décides de venir prendre cette affaire à Villars? D'où tu viens? Vas-y, dis-nous tout, raconte-nous ton cursus. Et dans le cursus, il y a les deux. Très bien. Donc moi j'ai fait une école hôtelière qui s'appelle l'Institut Paul Bocuse à Lyon. Et j'ai travaillé dans des grandes maisons. J'ai été manager un peu Attends, dans Paul Bocuse, le Paul Bocuse qu'on voit à la télé là? L'Institut Paul Bocuse, c'est ça, de l'école de Monsieur Paul. De beauté? Est-ce qu'on peut parler d'un mentor, carrément? Je l'ai connu de mon vivant, mais bon... De son vivant. De son vivant, pardon, excusez-moi. Et de mon vivant aussi. Et de mon vivant aussi, du coup. Mais du coup, c'était un mentor, entre guillemets, parce que c'est quelqu'un qui a véhiculé quelque chose, c'est quelqu'un d'important. Voilà, alors qu'est-ce qu'on apprend? C'est quoi les règles primordiales qu'on apprend vraiment dans cet institut Paul Bocuse? Enfin, c'est quoi pour toi les 3 grandes règles? Est-ce qu'il y a 3 grandes règles pour devenir un chef? La première, on se lave les mains. C'est ça, très belle première règle, j'aurais pas mieux fait. Donc l'hygiène? Non, en vrai, les 3 premières règles pour moi, ce que j'ai vraiment appris dans cette école, c'est le côté créativité,
entrepreneurial, entre guillemets, le côté entrepreneur. T'avais cette âme-là déjà avant J'avais de... déjà cette âme-là. Ouais. C'est en fait, si vous voulez, en fait, mon père est architecte et du coup, j'ai déménagé très souvent quand j'étais jeune. Donc et... plein de belles expériences. Exactement. Un peu dans le monde entier. Non, plutôt dans la région Rhône-Alpes. D'accord. Plutôt sur Lyon. Et puis petit à petit, ça m'a donné un peu le goût de la rénovation, des projets. Et du coup, j'ai vu cette bâtisse qui était à vendre. J'étais en train de travailler dans un 3 étoiles. J'étais chef de rang. Et j'ai de la famille qui est originaire d'ici. Parce que ma grand-mère est une Sarraie. Voilà. D'accord. Voilà, donc voilà. Et il n'y a pas de secret. Ah si. Après voilà, c'était un peu, c'était un retour aux sources un peu de manière hasardeuse quoi. C'était une belle opportunité. Le petit plus du projet qui te dit tiens là faut que je me lance. Là il y a une nature qui est présente et du coup je me suis dit qu'il y avait quelque chose de super bien à faire à Villars parce que c'est magnifique et qu'on a un cadre incroyable. Et je me suis dit qu'il n'y avait pas trop de restaurants dans ce style-là. Et puis donc je me suis installé, j'ai racheté la bâtisse pendant le Covid. D'accord. Donc c'était un bien donc communal. c'est un projet déjà que tu as monté depuis longtemps. Exactement. Donc je me suis installé pendant le Covid. Papa architecte, il a mis un peu la main dedans. Mais les parents m'ont pas mal aidé parce que c'était quand même je énorme. parle pas d'argent qu'ils t'ont donné, c'est ouais, aidé dans le projet. Ouais, ils m'ont aidé dans le cheminement, le développement du projet, ils m'ont bien conseillé. En tant que père, tu sais, on sait très bien que nos enfants ne nous coûtent rien après une fois qu'ils ont eu le bac. Et du coup voilà, et puis petit à petit, donc on a commencé avec la pizzeria, ça devait être un projet éphémère. Et au final, on a fait 2 ans de pizzeria dans des conditions un peu spartiates parce qu'il n'y avait pas de toilettes, c'était vraiment un peu route. J'avais acheté un radiateur chez Lidl, j'avais acheté une tronçonneuse chez Lidl et puis au final... on a tué quelques vaches. Voilà, exactement, on a tué quelques vaches de Villars. Non, et du coup, voilà, et après, petit à petit, on a gardé la pizzeria parce que c'était très intéressant, que les gens étaient contents. Et ce projet devait être éphémère et au final, on l'a gardé. Puis cet hiver, on a ouvert enfin le restaurant bistronomique. Donc j'utilise le terme bistronomique parce qu'en fait, gastronomie pour moi, c'est un peu... On va parler d'humilité. Voilà, c'est ça exactement. Allez, le but, c'est d'être assez modeste parce que voilà, on vient juste d'ouvrir et on savait pas trop où on allait et petit à petit, on avance. Tu sais, on a une journaliste avec nous. On a Noémie qui est officiellement journaliste. Peut-être un jour, elle montera même dans le guide Michelin pour avoir le droit d'aller goûter. Noémie, toi, tu as une question à poser à Paul ? Oui, justement, tu parles de bistronomie et il y a aussi une pizzeria. Du coup, c'est 2 opposés. Comment ça t'est venu l'idée ? Est-ce que tu t'es inspiré d'un concept qui existait déjà ou pas ? En fait, comme je vous ai dit juste avant, en fait, la pizzeria, c'était un projet au début qui devait être éphémère et le restaurant bistronomique c'était le projet de départ, mais avec le Covid, on a dû réinventer l'offre et donc on a fait des pizzas parce qu'on savait pas comment on n'avait aucune vision sur la crise sanitaire. Du coup, on a créé cette pizzeria. Et au final, une collecte ou livraison, des trucs comme ça. C'est ça, exactement. On s'était dit que si tout fermait et qu'on pouvait pas ouvrir, on ferait que du emporter. Au moins, t'as un produit. Exactement. Et après, toujours dans le fait de bien faire, c'est-à-dire qu'on est pareil, on a des pizzas un peu avec des produits de la région, donc avec Lac des Ours qu'on va accueillir nous-mêmes, etc. On a la ferme de Clément Marais juste en dessous à 60 mètres où on fait le fromage de Villars avec les noix de Grenoble et le miel de la région. Alors on essaie de vraiment faire les choses un peu abouties, travailler. Et pareil, toutes les farines sont bio. Alors là, pendant que tu en parles, en plus on voit les images. Guillaume, il est passé chez toi, il a été faire des images. Dis-moi la vérité, est-ce qu'il a goûté à tout ? Il a goûté à tous les plats que vous voyez là. Qu'on voit là, il est les pizzas, non, parce qu'après on s'est dit que ça faisait trop. Si tu pouvais faire un peu attention à notre Guillaume. Non, mais pas pour lui. Ils auraient mangé. Faire un peu attention à notre Guigui. Il faisait du sport avant. Elsa, t'étais avec Guillaume quand vous avez été faire le tournage Bien sûr, moi tous les tournages alors, un peu intéressants. Explique-nous comment c'était. Mais c'était super beau et super bon. Hein. Franchement, visuellement, c'est déjà incroyable. Il y a vraiment de la minutie dans la présentation. Il y a la pâte gastro. Ouais. Niveau le dressage et tout, c'est vraiment hyper minutieux. C'est fait à la pince pour certains détails. J'ai vu un dessert de fleurs. dingue avec comme une dentelle de chocolat dessus. C'est absolument magnifique. Ouais, c'est ça. Et justement, nous, on a goûté le fromage frais avec la rhubarbe. Est-ce qu'il y a un produit particulièrement local qui fait un peu ta fierté ou Après, le but, en fait, on fait en fonction des fournisseurs. Et par exemple, la rhubarbe, elle vient du petit potager du grand-père d'en dessous. Le fromage frais vient de Clément Marais, qui est la ferme juste à côté. Donc ça, c'est vraiment génial. Le but, c'est d'embellir tout ça. Et là, moi, là où j'étais particulièrement content ces derniers temps, c'est que
On a eu Jacques, donc il travaille notamment sur les pistes. Il est dameur en hiver et de nuit à l'Alpe. Et il vit à Houle et il nous ramène des champignons, il nous cueille des champignons. Et donc là, ces derniers temps, on avait des assiettes de champignons. On a vu avec quelle minutie d'ailleurs, dans le petit film que nous propose Guillaume, avec quelle minutie tu fais chacun des champignons. Il n'y a pas un petit grain de terre ou un tout petit caillou qui reste. Ça, c'est un travail de dingue en fait. En fait, on passe environ 40 secondes par champignon. Donc il y a plusieurs manières de préparer les champignons. Et soit on les lave à l'eau, mais du coup, ça va ça les remplit d'eau. Soit on ouvre la boîte. Comment ? Aussi, soit on ouvre la boîte. Exactement. Ça, c'est chez tes amis restaurateurs, tu sais, ceux dont tu parlais tout à l'heure. Pas du tout. Et du coup, là, par exemple, donc, pour une assiette de champignons, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail. Mais on reste sur des produits bruts et le but, c'est d'embellir. D'embellir tous ces produits-là, notamment aussi les vins. On a vraiment des vins sympas dans la région. Oui, c'est vrai, il y a la cave aussi. Voilà, tout à fait. Donc, on a une cave un peu vraiment axée vin de la région parce que ça s'est vraiment développé ces dernières années. Puisqu'on a des vignerons qui se sont installés dans la région, notamment le plus proche, c'est à Briey, donc le domaine des Longs, donc voilà, petite dédicace. Tu conseilles d'aller visiter ? Bien sûr, là le domaine des Longs qui vient de s'installer. Ok. On est à 40 minutes, on est proche de Visil, donc ça c'est le domaine le plus proche. Après... Guillaume, tu montes, hein, tu notes s'il te plaît, parce que ça c'est un de nos futurs invités, si on peut avoir quelques bouteilles plaisir. Autour des glaçons à un moment. C'est vrai, c'est bien ça. Non, du coup, il y a vraiment des super vignerons, on essaie vraiment de leur... de les valoriser et de les mettre en avant. Et puis on essaye de faire un travail de fond. Le ceviche, par exemple, on fait un ceviche de cendre. Vous avez la cendre, c'est un poisson d'eau douce fait en Isère. Voilà, du lac Besson, bien sûr. Comment ? Je dis bien du lac Besson, bien sûr. Non, il vient pas du lac Besson. Malheureusement, on aimerait bien. Pas le droit, Richard. Ah mince. Non. Que des grenouilles. Ce serait incroyable, mais non, on n'est pas encore jusque là. Et voilà, et puis on fait les choses comme on... Trop bien. Alors, depuis tout à l'heure, tu nous dis on. Bon, nous, on te voit toi à l'image, mais alors vas-y, parle-nous un peu de ton équipe. Qui travaille avec toi ? Alors, on a la chance d'avoir Gisèle et Alex en cuisine qui... Salut Gisèle, salut Alex. Qui embellissent vraiment cet établissement. Si vous voulez voir les gens dont ils parlent, vous allez sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur Facebook, vous trouverez, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la demeure sauvage, tout attaché, vous trouverez. Et en plus, vous verrez comme ça la tête des gens dont ils vous parlent. Tout à fait. Et du coup, voilà, Gisèle, qui est d'origine péruvienne, et le chef catalan. Et après, il y a ma compagne également qui nous accompagne dans toute la partie service et hébergement. Puisqu'on a 10 chambres en format gîte. Mais voilà, c'est des chambres, on n'est pas en hôtellerie, mais c'est des chambres j'ai assez vu les grandes. images, c'est des jolies chambres. C'est des jolies chambres, tout à fait. On a essayé de faire quelque chose qui nous ressemble. Puisqu'on a travaillé quand même... Vous êtes des jolis gens. Non, je sais. Quelque chose qui nous ressemble en termes d'exigence, mais pas... Mais justement, d'ailleurs, dans les chambres et tout, il y a un travail autour du bois. Enfin, on voit que le patrimoine, c'est hyper important. Enfin, vous avez retravaillé la bâtisse et tout. Ça fait vraiment partie de vos valeurs. Tout à fait. En fait, c'était une vieille bâtisse qui était à l'abandon depuis 10 ans, qui n'avait pas été exploitée et qui n'avait pas été rénovée depuis les années 70-80. Et du coup, on a décidé de garder un maximum de choses existantes. Dont les champignons, d'ailleurs. Voilà, exactement. qu'on a réembelli dans les assiettes. Merci DJ Snow. Et du coup, voilà, on a essayé de garder un maximum de choses. Après, il y a encore pas mal de travail. Et on espère aboutir de plus en plus sur cette maison-là. Bah, c'est bien, comme ça, des restaurants qui s'installent dans notre belle Alpe d'Huez agrandie jusqu'à Villars, etc. C'est bien, ça va aussi faire parler encore plus positivement de la région, et ça, c'est trop bien. Ah ouais, non, pas Inch'Allah, je crois que tu es sur la bonne voie en fait. Moi j'ai entendu, oui, mais j'y ai pas été, je l'ai annoncé. Même. Moi, de toute façon, j'irai avec grand plaisir. Paul ne dit pas tout parce qu'il y a un concept dans le concept. Ouais, par exemple, là-bas, vous arrivez, il y a une pièce, c'est une table de 4, enfin, on la module, et c'est dans une pièce, mais vous avez l'impression d'être dans la salle à manger de quelqu'un. Chez toi, quoi. Ouais, c'est ça. Comme à la maison. Donc vous invitez des gens, donc par exemple, tu peux nous inviter, et on a l'impression d'être chez toi. D'accord, ok, c'est noté. Et ouais, on le voit même à l'image. Ah bah voilà. Ce que tu nous dis, waouh, c'est trop bien. Et donc là, par exemple, si vous voulez venir un petit groupe et être dans un endroit un peu privatif, vous pouvez demander le salon. Et est-ce que sur ton menu, parce que je ne les ai pas encore vus, sur ton menu, il y a le petit truc, tu sais, la fait maison, là, avec le petit logo fait maison, où tu n'as même pas besoin, ça va de soi. Non, en fait, on a mis le producteur à la fin à la fin, et puis on explique à chaque fois, chaque plat, d'où viennent les produits, et puis vu que notre carte est majoritairement produits locaux, vaut mieux. C'est bon, enfin voilà, par exemple, le pain est fait maison. Tu peux pas mettre un fait maison quand tout est fait maison. En fait, le pain, par exemple, il est fait sur place. C'est vrai. Le pain est fait sur place. Ah ouais, tout sur place.
Par exemple, on retravaille un beurre avec l'ail des ours qu'on va prendre, qu'on va vraiment cueillir nous-mêmes à la fin de la saison. Là, on a fait une nouvelle assiette que vous avez ratée d'ailleurs. Merde, Guillaume. Guillaume va falloir retourner. Retourner. Et du coup, on travaille un concombre avec on a vraiment une assiette autour du concombre de Loisan, faisselle pareil de Villars, avec des pickles d'ail des ours les qu'on fait concombres de nous-mêmes. Loisan, c'est plutôt les longs, un petit peu longs et avec la peau un peu plus lisse, ou c'est ceux qui ressemblent à des gros cornichons? Alors il y en a plusieurs, il y a les longs et pareil il y a des légumes. Bravo. S'il te plaît. Et on a, j'ai oublié toujours le terme, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, mais on dis-moi. a des tout petits concombres et j'ai oublié le terme et qu'on est allé récupérer sur les marchés de Loisan, c'est des tout petits concombres comme ça. Tout mignons comme ça. Tout mignons qu'on coupe en Des deux. peluches? Non, juste coupé en deux dans les assiettes. Et par contre l'assiette elle donne vraiment envie. Vous pouvez regarder sur les réseaux, elles vont bien de la déjà en sortir. ligne. Voilà, exactement. Trop bien. C'est online. On va faire un truc qu'on n'a jamais fait dans cette émission. C'est toi qui choisis ton chroniqueur et qui te pose la question. Ok, on va commencer tout à droite et puis... On va commencer sur ta droite? Sur ma droite, ouais. Donc c'est Zaza qui y va. Voilà. Alors, une question, justement, tu parlais des petits producteurs. Comment tu les trouves? Est-ce que c'est eux qui viennent te voir ou est-ce que c'est toi qui fais de temps en temps le tour de la région pour savoir Alors, ça dépend lesquels. Par exemple, là, les viandes, on a Timothée. Enfin, après, c'est du bouche à oreille. Et ça fonctionne surtout en bouche à oreille. Et puis après, souvent, on va sur les marchés. Par exemple, là, le chef est allé samedi sur les marchés. C'est comme ça qu'on a trouvé les concombres et qu'on travaille ça. Petit à petit, le bouche à oreille fonctionne. C'est-à-dire que, par exemple, Clément, qui est le fermier de la région, nous dit j'ai un ami qui fait ça. Et pareil, là, le cueilleur, Jacques... qui nous ramène des champignons. On le voit en ce moment là. Bah non, c'est toi, pardon. Ah pardon, c'est le cuisinier. Ah, ça c'est le cuisinier, mais Ouais, voilà. qui est en train de prendre des fleurs de ton jardin. C'est ça. En fait, on a un petit potager avec majoritairement. Pour l'instant, on a commencé qu'avec les fleurs aromatiques. On dirait des capucines, ça. C'est ça, exactement. C'est des capucines. Bravo. Nicolas le jardinier. Oh là là là. Ah, mais s'il te plaît. Et donc, on a les bourrages qui sont pareil d'autres fleurs comestibles. Et en fait, quand vous vous baladez en montagne, on se rend pas compte, mais il y a plein de choses comestibles. Alors on se rend compte ici, je suis désolé de le dire, mais nous on avait l'année dernière une chroniqueuse qui s'appelait oui. Fleur. Ah là là. Et là, faudra que tu regardes les émissions. D'accord. Mais en Fleur, on est en Fleur, on a un Cite-moi collab. 3 plantes. Oh, merde. Des Allez hop. Vas-y, dis-nous 3 Non, fleurs, par allez. exemple, il y a le cerfeuil alpin, il y a le cerfeuil musqué. Vas-y, ça fait 2 fois la même, facile. Non, Ouais. c'est pas les mêmes. Bon, d'accord. C'est pas Et les mêmes. Après, par exemple, là, on a la bourrache. Enfin, après, il y a plein de petites La feuilles bourrache, je connaissais comestibles. ça. L'ortie, bien sûr. L'ortie, exactement. Exactement, de l'ortie où on peut faire pas mal de choses assez intéressantes avec. À quand une soupe d'ortie avec une nage de moustique? J'en ai mangé l'autre jour sans Le truc qui moustique, pique c'est grave. Très délicieux. Délicieux. Après, on peut faire, par exemple, là, je pense que l'ortie, on va le travailler à terme en faisant peut-être une émulsion aux orties parce que l'ortie amène un peu de peps. Ouais, ça fait petit côté un peu. Ouais, je vois très bien. C'est pas citronné, mais presque la même sensation. Un peu pas poivré, mais un ouais, peu. je vois très bien. Exactement. Ouais, un peu cayenne. Voilà, Est-ce voilà. que tu continues dans l'ordre? Tu continues par Richard ou est-ce que tu Allez, passes par dis- Noémie oui, d'abord? DJ Snow. On y va. Alors, il y a une pizza. DJ Esno. Il y a un bistrot. Il y a des chambres. Le prochain projet, c'est quoi? Le prochain projet, on va plus axer. Un enfant. Alors, vous ne le saviez pas, madame? Non, pardon, excuse-moi. Non, le but, c'est de Non. proposer. Travailler encore plus toute la partie maraîchage parce qu'il manque vraiment des légumes dans la région. Donc à voir comment on pourra développer cette partie-là. Mais déjà là, on va essayer de finir notre bâtisse. C'est dur parce qu'il ici, y a les beaucoup de légumes. travail. La C'est très bataille dur. est difficile parce que la montagne est rugueuse. Exactement. Après, il y a Coco Jardin. Qui fait du bon boulot. Voilà, qui fait du bon boulot, mais voilà, c'est un peu compliqué pareil sur toute la partie livraison. Donc on travaille avec eux, mais c'est un peu complexe. Et puis... Donc ça, c'est peut-être un de tes... Puisque pour continuer C'est ça. la question de Richard, c'est trouver C'est un une terrain, aspiration, ouais. trouver un terrain et aller C'est toi-même en plus passer les bottes, Peut-être retourner pas la moi-même, terre. mais le but c'est de développer cette partie-là. Après, il y a Michel, le papy du village de Villars, qui nous amène des salades, des poireaux. C'est un Sarret en plus. Donc dédicace à Michel Sarret. Et dédicace et à il Mich, nous a planté salut. 200 poireaux qu'on va travailler et on avait une assiette cet hiver autour du poireau. Donc on travaille sous plusieurs formes et qui est assez sympa d'ailleurs. Et puis voilà. Et après, on fera notre élevage. C'est ça. Et puis après, Comme on dit, rachète. Inch'Allah. Allez, on te le souhaite en tout cas. Enfin, on vous le souhaite à toute ton équipe et à ta compagne. Nono, c'est toi qui poseras Mais la moi, dernière question. j'ai surtout une remarque. On pense à Ninon
Ninon parce que Ben oui. elle adore manger. Mais Voilà, oui. voilà. Donc là, elle va C'est être une très triste chroniqueuse. de ne pas être là. C'est une chroniqueuse chez nous d'habitude. Et en effet, Ninon, en fait, elle veut plus venir nous voir parce qu'il n'y avait pas à manger. Et elle aurait été tellement... Mais là, tu crois qu'elle aurait été capable de faire quoi que ce soit en voyant toutes ces belles images de Là, je pense nourriture qu'elle aurait été très déconcentrée. Ouais, on ça l'aurait aurait été perdu. impossible. Mais on te fait des bisous quand même, Ouais, Ninon. on l'embrasse. En fait, en vrai, là, pour tout vous dire, elle est en train de faire les Jeux Olympiques de l'Alpe. Donc, c'est pour ça qu'elle peut pas être ici avec nous. C'était bien, hein, ce moment-là. Mais parfait. Les filles, ça vous a convaincu? Vous y allez à la demeure sauvage? Oui, moi j'y suis pas conseillez encore allée, donc j'irai bien faire un toi, tour. tu vas y aller. Moi, Perso, je suis convaincu. Bon, nous, on s'est régalé. On va venir se régaler chez toi. Et sans te demander d'invitation, je vais venir avec ma famille entière. J'ai 19 enfants. 12. Ils sont 12. Tu vas voir, ça va envoyer. T'as intérêt à faire des grosses purées. Non, vraiment, j'ai hâte de venir découvrir. Il y a tout plein de plats et de projets que je trouve adorables. Et juste, n'oubliez pas un truc à la maison, parce que ça, c'est important. C'est quoi qui est important, Richard? Que la bonne humeur soit avec vous. Allez, et vos amis et ceux que vous aimez, tout ça et tout. C'est parti, on